Et bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe pour le www.jctune.com et bienvenue une semaine de plus au Trading Wall Street TV qui est notre canal YouTube éducatif et informatif et bien sûr notre rendez-vous hebdomadaire ici même le Crypto Rapport pour la semaine du aujourd'hui, samedi 4 novembre jusqu'au 11 novembre. Et encore, bon voilà, j'aimerais déjà d'entrée vous dire un grand merci à tout le monde pour l'interaction, pour tout ce que vous amenez, pour le support et des messages d'encouragement que j'ai reçus. Ben, vraiment un grand merci. Donc voilà, comme je dis, moi, c'est ma contribution, ce que je peux faire en tant que broker et trader indépendant et aussi investisseur dans tout ce qui est gestion de patrimoine et ainsi de suite et tout le reste. Donc voilà, ça c'est la contribution que je peux faire vraiment pour le grand public, pour un public beaucoup plus large qui n'aurait peut-être pas accès à tout ce type de services assez sophistiqués, on va dire. Mais là, vraiment, vraiment ramener ça vraiment ben, pour tout le monde, pour la masse, la partie très large de la population. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important qui me tient à cœur. Et donc voilà, moi je le fais avec tout plaisir. Donc voilà. D'entrée, je tiens à vous dire que je m'excuse pour les bruits que vous allez entendre parce qu'il y a des travaux ici qui sont en train d'avoir lieu. On a eu pas mal de problèmes vu qu'on n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup de pluie. Ben, dès qu'il pleut ici, ben, il y a eu pas mal de catastrophes. Donc, ce qui fait il y a eu des filtrations d'eau dans l'immeuble. Donc, vous allez entendre pas mal de bruit dans les murs. C'est comme ça que je suis venu dans cette pièce ici, qui est pas la pièce du bureau où j'enregistre, comment dirais-je, où j'enregistre d'habitude. Donc ici, c'est une pièce où il y a un peu plus de calme, vu que voilà, aujourd'hui, on va quand même être assez calme. C'est un samedi pluvieux, donc voilà. Mais donc, je vous le dis, si vous entendez des bruits, des claquements, ainsi de suite, et des portes, voilà, c'est parce qu'il y a du monde et tout bazar chez moi pour être là en train d'arranger les choses. Et bien sûr aussi dans l'immeuble aussi, vu que l'immeuble a été touché. Donc voilà, cela étant dit, on laisse ça de côté. Et maintenant, on revient vraiment à ce qui nous intéresse. Ici, cette semaine-ci, il y a énormément de news qu'il y a eu. Donc, j'ai dû filtrer beaucoup. J'avais plus de 35 articles. J'ai vraiment dû contracter de tout. Pourquoi? Parce que je veux vraiment avoir une vision globale de tout ce qui est en train de se passer. Bien évidemment, il y a des choses très importantes. Vous le savez bien, le Bitcoin au-dessus des 7000 et maintenant, c'est consolidé aux 7200. Si vous suivez déjà le crypto rapport, vous savez que ça fait un bon bout de temps que j'avais 7200 comme target. Et là, donc, je vous invite à aller regarder. Pour ceux qui seraient tout nouveaux au canal et à l'émission, je vous invite à aller regarder les émissions que l'on a en archive. Et là, vous allez voir toute la projection qu'on avait pour arriver aux 7200. Et déjà par rapport à ce qu'on voyait aussi la semaine passée, où il y avait une potentielle correction qui devait se faire et ne s'est pas faite, on est allé vers des nouveaux hauts. Mais maintenant, oui, qu'on est revenu à des niveaux qui sont en dessous de ces nouveaux records. Et donc, il y a toujours cette alerte au niveau de potentielle correction. Vous savez que le Bitcoin est très volatile, donc on peut avoir des mouvements de 500 dollars et plus. Donc là, dans la partie analyse technique et price action, on va regarder, comme j'ai déjà fait, ben, les opportunités de trading, ce que moi je suis en train de suivre directement avec le système. Et donc, vous allez voir exactement quelles sont les probabilités qu'on nous donne. Ok, donc là, je vous dis toujours, c'est au niveau, donc c'est à titre éducatif et non à incitation à aller et, comment dirais-je, prendre les mêmes opérations et ainsi de suite. Donc là, je le dis déjà d'entrée. Donc voilà. Et ensuite, on va s'intéresser bien sûr à tout ce qu'on a vu. Vous savez, maintenant, on a le Bitcoin Gold, il y a le Bitcoin Cash, il y a le Segwit 2X qui va arriver. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des exchanges, ainsi de suite. Il y avait beaucoup de pourparlers au sein de l'écosystème et de la communauté Bitcoin. Beaucoup étaient pour, d'autres étaient contre. Donc on va vraiment voir tout ça vraiment en large. Hein. Donc on va voir les articles, on va citer les gros titres, peut-être une citation, et directement après on va passer au suivant, sinon on va pas s'en sortir avec tout ce qu'on a, et on ne pourra pas tout mettre dans l'émission. Bien sûr, ne pas comment dirais-je, passer dessus sans importance comme ça en lisant de travers, non, quand même avoir un compte rendu essentiel de ce qu'est la situation et puis on passera à un autre article et vous savez déjà, vous allez avoir tous les liens de tous les articles dans le lien de description ici en bas parce qu'il y a aussi deux, trois petites vidéos, des petites sections que j'aurais aimé vous montrer concernant certaines choses. Déjà, premièrement, concernant la grosse hausse du Bitcoin, là on a quand même, vous savez que c'est dû à quoi aussi émis, donc c'est le Chicago Mercantile Exchange qui maintenant va créer un dérivé du Bitcoin, c'est-à-dire un futur de Bitcoin. Donc ça, c'est un produit qui va être régulé par un exchange et donc là, Wall Street va vraiment, comment dirais-je, s'apprivoiser ce produit et ça va permettre aux grosses institutions de venir opérer fortement dessus. Et donc, vous avez déjà vu le rentrée en matière, ce que ça fait, l'impact direct sur la cotisation du Bitcoin. OK? On va voir aussi ce qui est en train de se passer au niveau international. Vous savez bien que j'aime bien regarder ce qui se passe dans tous les pays, au niveau des institutions, les banques centrales, voir comment est-ce qu'on accepte le Bitcoin, ou bien si le Bitcoin est banni, les régulations, ainsi de suite. Donc on va faire vraiment un tour global, voir vraiment ce qui se passe d'Australie, en Asie, au Moyen-Orient, Afrique, Europe et États-Unis, Amérique latine. On va tout voir. Ensuite, on va aussi voir le côté des fraudes. Rappelez-vous, je vous parlais, à un moment donné, je vous ai parlé de la cybersécurité et de hack. Et donc, vous allez voir maintenant que le niveau de fraude, au plus le Bitcoin devient populaire, au plus le niveau de fraude et des hacking et tous
ces problèmes-là et des virus commencent à monter. Et là, on a pas mal d'articles là-dessus et on va y arriver. Et bien sûr, on va regarder un peu ce qui se passe dans les coins alternatives. Donc, vous voyez que Bitcoin a fortement monté, mais les autres, c'était pas vraiment ça. Ethereum était resté flat. On va regarder aussi un peu ce qui se passe avec d'autres coins. Non, on n'a pas eu de nouvelles, donc on a, enfin, pas de grosses vraiment nouvelles impactantes, mais des nouvelles impactantes pour Ethereum, la baisse des prix. Litecoin aussi était là. Et on va regarder pas mal de choses aussi au niveau du blockchain et du IoT et du fintech, et ainsi de suite. Ok. Et puis bien sûr, on va aller à la section des performances hebdo pour voir un peu la performance au niveau avec enfin, du Bitcoin face à d'autres monnaies, autres monnaies fiat, autres paires de monnaies fiat. Donc ça, on va regarder ça au niveau du Forex. Rappelez-vous, certains concernent, enfin, considèrent le Bitcoin comme étant une devise et d'autres comme étant une commodité. Mais là, donc, on va se focaliser sur le côté devise. On va voir son appréciation face au dollar et bien sûr en relation avec d'autres devises. On va regarder le ranking des cryptos et la capitalisation de marché des cryptos, voir maintenant que ça a fortement augmenté dû bien sûr à la montée en prix du Bitcoin. Et ensuite, on va aller à la partie trading, on va regarder le système, quelles sont les probabilités d'opération à court et moyen terme que l'on a pour le Bitcoin pour la prochaine semaine. Et on va aussi faire de l'analyse technique sur Bitcoin, GBTC, qui est l'ETF, le BCH, BCG, donc c'est-à-dire Bitcoin Gold, BitGold maintenant qu'on a. On va regarder aussi Ethereum dollar, Dash dollar, Litecoin dollar, IOTA dollar et Ripple dollar, ce que moi je suis personnellement. Ok. Et on rajoutera dans les prochaines semaines Neo et Monero, vu que maintenant je les ai aussi dans mes plateformes de trading de dérivés. Rappelez-vous bien, je n'opère pas avec dans les exchanges. J'ai quelques bitcoins et quelques Ethereum en wallet, mais principalement mon activité à moi 100% est basée sur, comment dirais-je, le côté spéculatif avec dérivés. Donc là, comme ça, vous le savez. Et donc là, maintenant, ben, les brokers m'ont rajouté Monero et Neo. Alors maintenant, je les ai rajoutés à mon système. Et donc maintenant, ben, voilà, je vais commencer à opérer dessus. Et donc voilà, donc d'ici dans la semaine prochaine, je vais les rajouter aussi à l'analyse. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ben voilà, on va faire tout ça. Et bien sûr, les gros articles sur lesquels on va se concentrer, ça va être bien sûr la montée de Bitcoin au-dessus des 7000 dollars avec l'impact du CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, qui va créer un dérivé, donc un futur sur le Bitcoin. On va regarder les fraudes. On va regarder ben, les fraudes et quelques vidéos concernant cela et aussi des vidéos avec, comment dirais-je, des astuces pour protéger vos bitcoins pour ceux qui opèrent, qui ont des wallets et bien sûr qui vont opérer sur des exchanges, c'est-à-dire qu'ils vont faire des va-et-vient entre leur wallet, donc leur portefeuille de bitcoin où ils ont des holdings en bitcoin et les exchanges où ils vont aller trader le bitcoin. Donc là, on va voir exactement quelques astuces pour pouvoir se protéger par rapport à ça. Au Bitcoin au niveau global, Amazon, une news très intéressante là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec le blockchain, Ethereum et Litecoin. Ok. Bon, allez, là on y va tout de suite. Et voilà, voilà. Donc voilà, pour éviter de toujours bouger, comment dirais-je, le petit cercle là où vous me voyez là. Donc là, moi je vais me quitter de l'écran. Et comme ça, on va pouvoir y aller et ça va être bien plus simple. Ok. Allez, c'est parti. Attendez, il ne veut pas partir. Voilà. Donc ben, vous savez bien où vous pouvez me retrouver, www.jfilm.com, donc ça vous le savez déjà. Alors maintenant, on va commencer. Qu'est-ce que l'on a? On voit qu'on a beaucoup de choses. On va directement rentrer en matière. La montée des prix du Bitcoin au-dessus des 7000 dollars. Et c'était dû à quoi? Comme vous voyez ici, on est sur CNBC. Et qu'est-ce qu'on nous disait? Bitcoin smashes. Donc Bitcoin passe au-dessus, donc smash complètement au-dessus des 7000 dollars. Et c'était dû à quoi? Ben, Bitcoin est monté au-dessus des 7000 dollars pour la première fois en Thursday. Thursday, c'était jeudi. Et qu'est-ce qu'il y a? Ben, voilà, ça a fortement réagi et ça a atteint les 7355 dans certains exchanges. Vous voyez l'heure exactement aux États-Unis. Et maintenant, c'était quoi? C'était dû à quoi? Ben, dû au CME Group qui a dit qu'il allait introduire le Bitcoin, donc un futur, donc à dériver un contrat futur sur le Bitcoin en Tuesday. Donc, Tuesday, donc c'était mardi exactement. Donc on a vu vraiment une réaction par rapport à cela. Et là, ça va être introduit. Donc ici, vous avez une vidéo qui explique un peu tout ça. Et donc là, vous voyez que maintenant, le côté bullish, donc bullish, c'est-à-dire le côté haussier, ben, c'est encore en train de bien plus s'accentuer. Parce que maintenant, ben, Bitcoin arrive réellement à Wall Street. Donc ça, c'est vraiment la première chose. C'était la grosse nouvelle de la semaine. Rappelez-vous, la semaine passée, lorsque moi, je vous parlais de correction au niveau du Bitcoin, je disais voilà que j'avais mis les deux opérations, donc une à la hausse et une à la baisse. J'avais, comme je disais, il y avait bien plus de probabilité dans ce qui était une baisse au niveau intraday, mais moi je voyais plus une continuité pour avoir une légère correction, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent prendre donc une distribution prendre des bénéfices, donc par le même biais, on peut dire distribution et correction, c'est exactement la même chose, revenir à des niveaux un peu plus bas, interaction avec la moyenne mobile, et de là réellement rebondir. Donc tout ça, on va le voir dans la partie analyse technique, mais rappelez-vous, comme je vous ai dit aussi, qu'est-ce qui se passait, que si on pouvait voir des prix aller encore plus haut, vu qu'avec le Bitcoin, on ne sait jamais, il y a des news tout le temps, tous les jours, à n'importe quelle heure. Vous voyez, la Chine, on n'a pas toujours les mêmes
fuseau horaire, donc il peut se passer une news à 3 heures du matin et boum, on voit le prix qui monte. Et je disais aussi, bah tiens, si on va plus haut, au-delà de tel niveau qui était pour moi les 7000, ben voilà, on pourrait être là, aller là et voir réellement des prix de Bitcoin plus haut. Et ça a été le cas maintenant avec l'annonce du CME qui a pris tout le monde par surprise. Et voilà. Donc vous voyez que les cryptos sont très 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 volatiles. Euh, Ça, c'est un marché, comment dire, vu qu'il n'est pas régulé, n'importe quelle news va être un catalyseur très 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 puissant et on peut voir des mouvements de l'ordre de 500 $ et plus. Et donc là, faut être prêt à toute chose. Donc c'est pour ça qu'on va moi dans le système, comme vous l'avez déjà vu, j'ai toujours achat et vente de chaque côté pour être sûr que je ne manque rien. Et lorsqu'il y a des baisses, les baisses sont très rapides, très volatiles, donc faut vraiment être là. C'est pas vraiment la chose que j'aime faire, vu que bien sûr on est dans une tendance haussière et les baisses, bon, bien sûr, ça, c'est vraiment pour maximiser, hein, c'est vraiment l'instinct du spéculateur qui est là, mais il y a énormément de risques parce que ça peut se retourner très vite et on peut être très vite dans des situations périlleuses pour notre capital. Ok, donc voilà, donc c'est bien mieux d'aller toujours à la hausse, laisser le Bitcoin se corriger, laisser passer la distribution, attendre en zone d'accumulation, avoir des signaux concrets et de confirmation d'achat, donc de retour au niveau des résistances et puis aller faire des hauts plus hauts. Et c'est réellement ça que je favorise réellement. Donc là, vous voyez qu'on a de plus fortes probabilités d'aller vers le haut parce qu'à tout moment, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc vous avez vu que le Bitcoin est monté fortement haut, mais maintenant, boum, il est redescendu fortement et maintenant on est dans un mouvement latéral. Donc ça, on le verra en analyse technique. Donc ici, vous voyez que déjà la grande cause, c'était quoi? Bah, c'était CME. Donc là, on va voir un peu différentes sources qui confirment cette news. Donc on a vu CNBC, le côté business. Et là, ici, on a quoi? On est sur Bloomberg. Et voilà encore ici la même chose. Bloomberg, hop là, qu'est-ce qui se passe? Il vient de mettre des news. Voilà. Bloomberg nous dit quoi? Ben, Bloomberg dit que le Bitcoin monte, grosse montée, donc surges after world's biggest exchange, donc le plus grand exchange du monde, a annoncé un plan pour un dérivé, c'est-à-dire un contrat futur sur le Bitcoin. Et donc, vous voyez ici les Hanker qui sont en train de parler de ça de CME Group. Donc, vous voyez que cette news est vraiment confirmée à partir du moment où vous voyez qu'elle est là partout. Donc, on sait que c'était vraiment ça la grosse news qu'on attendait et donc le gros catalyseur. Et donc là vous voyez ici que quoi, que vous avez toutes les sources d'informations, on va dire réellement grandes et importantes, viennent confirmer l'information. Donc là on a vraiment vu cette montée du Bitcoin grâce à le CME. Donc c'est vraiment ça, c'est le catalyseur parfait, donc bien plus puissant. Rappelez-vous qu'on a eu le catalyseur qui avait ramené le Bitcoin à la baisse provenant de Chine, qui avait le plus gros volume de Bitcoin au monde, donc c'est la PBOC, donc Public Bank of China. Directement, ça a ramené le Bitcoin à la baisse et maintenant on a quelque chose qui a, c'était le catalyseur négatif, on va dire ça comme ça. Et maintenant on a eu le catalyseur positif qui a renforcé encore la hausse du Bitcoin qui était là. Donc vous voyez qu'on n'a pas de fondamentaux ici. C'est l'utilité du coin et surtout maintenant lorsque les gros investisseurs vont venir avec une grosse masse monétaire pour réellement faire bouger le marché, eh ben voilà, on y est. Donc vous voyez que ça confirme ce que je vous disais et ce dont, comment dirais-je, les choses sur lesquelles on doit vraiment faire attention. Utilité du coin, fonctionnalité du coin, et après les catalyseurs, et bien sûr l'action du prix. Le prix est un bon indicateur aussi, et donc là, gérer le risque et, comment dirais-je, profiter des fluctuations de prix. Donc vous voyez que c'est un actif parfait pour spéculateur, c'est-à-dire pour moi j'adore ça, et donc voilà. Donc maintenant, continuons. Ici, qu'est-ce que l'on a ici? Donc encore une fois, vous voyez, autre confirmation, World, donc le plus grand exchange du monde. Donc c'est l'exchange qui crée le plus de dérivés au monde, donc le CME Group, donc le Chicago Mercantile Exchange, va lancer un futur sur le Bitcoin qui est un dérivé. Donc voilà. Donc là, il y aura énormément de volume, il y aura énormément de choses qui vont se passer. Donc tout est là. Donc vous voyez que ça confirme encore et après la news est arrivée au sein de l'écosystème et de la communauté Bitcoin. Et donc voilà. Et maintenant, ben, rappelez-vous, hein, là on continue encore d'autres pages investing qui parlent toujours de la même chose. Et ils en ont même fait un comique. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez que Jamie Dimon était un grand CEO enfin c'est le grand CEO de JP Morgan Chase, une personne très influente et très connue à Wall Street. Rappelez-vous, j'ai joué la vidéo enfin dans des épisodes précédents du Crypto Rapport, où il était en train de parler négativement du Bitcoin. Et ben voilà, maintenant le Bitcoin fait sa grande entrée à Wall Street parce que les deux places financières très importantes aux États-Unis, c'est Wall Street, donc New York, sur l'île de Manhattan. Vous avez bien sûr Wall Street, les grands exchanges, le Nasdaq est là, le New York Stock Exchange est là, et c'est là aussi que vous avez le NYMEX, donc le New York Mercantile Exchange, et vous avez maintenant le CME, donc à Chicago, qui réellement Chicago, c'est là où se traitent toutes les commodités, donc le jus, le café, et pas mal de choses comme ça, et tous les dérivés, tous les futurs, sur pas mal d'actifs, donc indices, Nasdaq et tout ce que vous voulez, voilà, c'est de là-bas que ça provient, donc ce sont des places financières très 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 importantes, et voilà.
Donc là, l'entrée en matière de Bitcoin, voilà ici le petit comic qu'il y a, Monsieur Dimon ici à l'image, qui n'est pas très content, mais bon, il n'est pas très content, mais il est très content parce qu'ils vont pouvoir travailler fortement, fortement là-dessus et faire énormément de profit dans leurs activités de trading. Moi, je vous dis, la meilleure performance que j'ai eue, mis à part les trades que j'ai fait sur Apple et Amazon, ce sont les trades sur le Bitcoin. Ok, et déjà, comme je disais, lorsque le Bitcoin était à 700 dollars, et on a pu faire un 300% sur cette opération, sur l'opération, acheter du Bitcoin à plus de 300%, acheter du Bitcoin à 700 et liquider une grande partie de notre position lorsque le Bitcoin avait atteint les 3000 dollars en début d'année. Et par après, là, je me suis, comment dirais-je, pour moi, personnellement, c'était trop spéculatif. Ça m'a trop l'air, je ne vais même pas dire bulle, hein, bon, moi ça m'est égal, trop spéculatif. Donc je dis, voilà, à partir du moment où ça devient spéculatif, pour moi il n'y a plus d'intérêt d'investir dedans, mais plutôt comment dirais-je, spéculer là-dessus et c'était quelque chose de parfait et jusqu'à présent, tout va bien. Donc voilà, ici on est là, donc là vous avez vu ça. Et maintenant, donc là on va aller où? Rappelez-vous, la semaine passée je vous parlais de Monsieur Jordan Belfort et maintenant qui disait que le Bitcoin c'était une bulle, c'était patati patata. On avait eu un article, j'ai cherché éperdument une vidéo où on allait voir Monsieur Belfort lui-même s'exprimer. Donc là je vous la jouer et on va écouter ce que lui-même il a à dire. Et donc on y va. Ah, attendez. Donc là, on va revenir en arrière et on va laisser la vidéo jouer parce que c'est très important. On voyait que c'était un truc qui était pas mal. Donc on va laisser lui-même s'exprimer et voir lui-même ce qu'il pense du Bitcoin. Ok, donc là, je vous laisse avec Monsieur Jordan Belfort durant tout le temps de la vidéo parce que je préfère que vous entendiez ses propres mots à lui. Et on y va. Belfort, author of Way of the Wolf, the original Wolf on Wall Street. Big smile, how are you? Good, thanks. Okay, now that's a rash statement. Bitcoin is a huge scam. Yeah. Why? I think that it's not Bitcoin itself, it's what's happened to it. The trading of Bitcoin, the fever right now, it's a fever pitch, basically. People all over the world who know nothing about what they're buying are just operating with the greater fool theory, meaning if there's someone more foolish than me that will buy it at a higher price, then it's a great buy where it is. There's no value, it's just pure speculation, and there's promoters out there, salespeople, who are pumping this up in boiler room operations, and they're promising people the world just buy this, and even worse, the other ones that are following, the imitators are following Bitcoin that are very cheap still. Because there are others that are, they're called initial coin offerings, ICOs, okay? So they're different from Bitcoin. So here's why they're more dangerous, because Bitcoin now is whatever it is, $5,000-$6,000, right? So for it to go to 10,000, it's got to double. Well, the ones that are really cheap, they can go 500, 600, 700%. You get it because they're so cheap, and people are going to just get, so they collapse down, it's going to get slaughtered. So eventually, regulation is going to have to come in a massive way, and when it does, or a certain country like the U.S. passes a law that limits the ability to citizens to buy or own, it will just crash. So that's my concern. Okay, can you answer with this simple question? If I buy a Bitcoin, I Yeah. put my dollars, literally my dollars in, the value of Bitcoin goes up, can I then cash it in for dollars and get the dollars back? Can Yes. I do that? I can do that. Yeah. Yes, through a mechanism. We have to go through an exchange. Listen, I'm not an expert on I don't own any. I'm not long or short, so I'm not saying this because I want it to go down, right? So I'm really independent. I'm watching what's happening right now, and it reminds me exactly of 2005, 2006 in the mortgage market when you're getting your hair cut, and your haircut says, oh, I also sell mortgages now, or I'm flipping. It's like everybody and their grandma became involved in real estate mortgages. Yeah. That's what's happening with Bitcoin. It's not at the top yet, so it could go higher for all I know, but in the end, after enough people have bought and you can't support the bubble, it's going to crash so hard and fast. And here, unlike real estate where there's some real value, Sure. there is no value. Bitcoin's worth whatever someone's willing to pay for it the next day. So that number is going to be, who knows what, but it'll be a lot lower than it is right now. That's very interesting. I've got one more for you. Would you just check out this headline? It's from US News and World Report. It says, why are we still listening to Jordan Belfort? I don't know. Now, I've not read the article, but you want to answer the question? I don't know. My wife will listen to me. At least you'll listen to me. So, listen, I mean, when it comes to things that are related to just business in general, I think I have pretty good insight. I've been on both sides of the fence here. Yeah. I've done things right. I've done things wrong. Also, when I was doing things wrong, as bad as they were, wasn't a Bernie Madoff thing where I was just like, it was an illusion. My firm was real. I had a real business. I got greedy and made mistakes, and I think hopefully I've learned from that. And my goal now is to help other people. Were you pump and dump? Yes. That's what you were doing? Correct. Well, that's
I mean, Exactly. you could make the accusation That's that what it- people who are selling these new Bitcoins Correct. are doing the same thing. Someone asked me, he said, is it a Ponzi scheme? I said, it's not a Ponzi scheme. It's a classic pump and dump. It's a classic pump and dump where you create, so they know exactly how you, I don't want to say how you'd say, I know how you would sell this is very easy, right? You'd call people up and say, heck, I'm not going to say what, right? And get people excited. They all start to buy this. And there's two parts to a manipulation. One is to create demand. The second part, which people don't really focus on, is withholding supply. So they'll leak a little bit out into the marketplace so it can go very up. Yeah. Yes. Yeah. And then once it really starts to, then they release the big chunk out at the top and then it collapses. So what's going on right now is when someone does an ICO, they'll put, I promise you this is happening, they'll take a large portion of the ICO and put it into friendly hands who are really nominees for themselves. They'll put some out there enough to create some energy in the marketplace where trades back and forth, goes up because there's not a lot out there, so limited supply. Then once it really starts to hit that logarithmic growth phase, they unleash into the market, they make their money, and they walk away. 1 second. Herb London, would you ever touch a Bitcoin with a 10-foot pole? Yes, I would. You would? I would, and the reason why I would is because there are corporate transactions that will exist within a narrow framework. Within the narrow framework of those corporations, where in fact you can recognize the basic value. It makes sense, and there are a lot of transactions that are now taking place with Bitcoins. Now, I think that Jordan is correct. If you're talking about the average consumer, I don't think it makes much sense. But if you're talking about the kind of transactions that are now exist in the corporate world, this, in fact, introduces a degree of transparency that very often does not exist. If I were to ask you about transparency, for example, in the hedge fund world, it's rather arcane. You would be very, very... So, good point. So here's my, last one. The point is he's talking about a dark market. Anytime there's a dark market, there's always going to be problems. There's not transparency. And again, my point is not that the fundamental idea of a cryptocurrency is bad. I think it's a good idea. No, What's run amok right now is there's people using it as it's turned to speculation, and people are going to get destroyed. Not sophisticated players who are in and out, but people who are looking to make their fortune, put their life savings into Bitcoin, when the next ICO think it's going to run up because someone told them so, and they're the last people on the deal team. As always, listen, if you want to go start with tulips, you can go back to tulips. It's the same thing all over again. Good debate, and it ain't over, and we'll probably continue it right here. Jordan Belfort, thanks for joining. Donc voilà, ici vous avez vu exactement ce que M. Belfort pense du Bitcoin. Donc vous avez vu qu'il en a réellement parlé. Il a parlé de ce qu'on appelle le pump and dump. Je vais vraiment juste revenir sur quelques termes qu'il a dit. Le pump and dump, c'est quoi? C'est créer vraiment un buzz. Comme il a dit, on met un peu de cet actif sur le marché pour qu'il soit tradé et on augmente les prix. Donc limited supply, que ça veut dire? L'offre va être, comment dirais-je, très 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 réduite. Beaucoup de demandes et c'est ça qui va commencer à mettre le niveau. Donc imaginez-vous, on a 10 bitcoins et on va juste en mettre 3 en circulation et ça va créer beaucoup de demandes. Donc ouais, les gens vont se battre pour ces 3 bitcoins et donc ça va commencer à monter le prix. Parce que comme on a dit, c'est juste ce que une autre partie, donc un autre participant va être prêt à payer pour acquérir ce bitcoin. Donc vous voyez que si on a juste 3 qui sont là, ben, ça va commencer à trader et on en veut tellement, il y a beaucoup de buzz, ouais, tout le monde en parle, donc ça va monter les prix jusque là où ils sont. Gros catalyseur CME qui est là et maintenant comme on dit, ben, toutes ces personnes qui les ont à un moment donné, ils vont tout relâcher sur le marché. Pourquoi? Pour vendre exactement ce qu'ils ont, faire énormément de profit et après se tirer avec tout l'argent. Et c'est ce qui va faire que quoi? Il y aura un gros, comment dirais-je, collapse. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai tenu à jouer cette vidéo. Parce que voilà, lui, comme il a bien dit, ouais, rappelez-vous dans le crypto rapport de la semaine passée, je pense, ou il y a 2 semaines, où je vous ai montré son article, bah, lui c'est ce qu'il faisait. Et là maintenant, on va l'expliquer lui-même avec ses propres mots. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça qu'il était en prison. Et comme il dit, c'est un coup classique. Et voilà, donc il dit, c'est pas un schéma de Ponzi. Mais il a dit, voilà, ça c'est le classique pump and dump. Donc voilà, on est juste en train de d'enfler réellement les prix d'un actif. Donc voilà les mots de Monsieur Belfort. Et maintenant, on va encore aller à une autre vidéo d'un autre intervenant et qui va réellement, on va rester dans ce côté de comment dirais-je, de bulle. Et maintenant, c'est quoi? C'est le CEO de la Société Générale. Ok, donc on va écouter ce qu'il y a à dire. Donc on va revenir au début. Finally, let's talk about Bitcoin. Do you see a bubble? Are SocGen bankers staying away from Bitcoins? We are very interested not in Bitcoin but in blockchain and in the underlying technology. It's fair to say that the Bitcoin today is, in my view, clearly in a bubble, very clearly, but we don't know very well what are the market drivers behind this price evolution. We are not really very keen to invest in the Bitcoin, but
but we are very keen to invest in the blockchain technology. And we have today several experiments, several proof of concept projects in the bank with partners and within the bank to use this very promising technology. Donc voilà, ici lui maintenant, le monsieur ici qu'on voit ici, monsieur Cabane, CEO de la Société Générale, qu'est-ce qu'il dit? Bitcoin pour lui c'est clairement une bulle, mais encore une fois, vous voyez ce terme qui revient tout le temps. Les gens disent que Bitcoin est une bulle ou est un actif spéculatif, tant mieux pour ceux qui veulent investir dedans ou le trader ou ce que vous voulez. Mais ce qui les intéresse, c'est la technologie, le blockchain technologie, c'est un truc super, super important. Donc, vous voyez, encore la chose est encore là et c'est un débat qui va continuer. OK? Alors, on va laisser un peu les vidéos de côté. Maintenant, on va continuer. On va voir maintenant un autre article rapidement, donc vraiment vous le citez, et là c'est un politicien maintenant qui parle dessus, et c'est monsieur Ron Paul. Comme il dit, il est vraiment très très concerné lorsqu'il parle de Bitbrother est en train d'espionner et regarde tout ce que vous faites au niveau des transactions Bitcoin. Ron Paul, comme vous voyez, c'est un politicien nord-américain, il était au Sénat ou au Congrès là-bas, donc il sait très bien ce qui se passe à Capitol Hill, à Washington, et comme il a dit, quand on parle de Big Brother c'est quoi? C'est le gouvernement. Et rappelez-vous, lorsque je vous avais montré une section de vidéo de Jimmy Dimond au EEF à Washington, qui était en train de parler de ça, qui disait, au cas où vous l'aurez oublié, les gouvernements veulent contrôler leur monnaie, savoir qui est en train de faire quoi, et ça c'est au niveau des transactions, et il n'y a pas d'anonymat, on ne peut pas maintenir son anonymat. Le gouvernement doit savoir qui fait quoi avec sa monnaie, et bien sûr pourquoi? Ben, pour les taxes et les impôts qu'il y a à payer là-dessus. Et lui, comme il dit, ben, c'est un politicien, il est dedans, c'est comme on dit, un ultimate insider, il sait très bien ce qu'il est en train de se dire. Vous voyez qu'il n'est pas Bitcoin, il ne faut pas penser qu'ils ne savent pas ce que c'est, et il dit très bien que Big Brother est en train de quoi? D'espionner exactement les transactions. Donc là maintenant, voilà, il en parle clairement ici. L'article est très long, c'est vraiment quelque chose qui est génial à lire, et donc je vous invite vraiment à lire cet article. Il dit, on va juste lire cette petite phrase ici, hein. Comme il dit, il y a trop de surveillance, il y a déjà trop de surveillance, comment dirais-je, au niveau des transferts de currency, donc de devises, donc tout simplement de votre compte bancaire à un autre. Quand vous allez acheter, vous payez avec votre carte bleue, tout ce que vous pouvez faire, donc on sait déjà exactement c'est quoi. Alors maintenant, imaginez-vous, tout ça c'est fait pourquoi? Parce que vous êtes reporté au IRS. IRS c'est quoi? C'est l'entité qui est là pour récolter tout ce qui est les taxes et les impôts et tous ces trucs-là. Donc vous voyez que là maintenant, quelque chose comme le Bitcoin qui est en train d'échapper à tout ça, ben, il y a pas mal de choses pour voir parce que l'État doit avoir sa main mise dessus. Et rappelez-vous aussi, ça nous renvoie à des articles où en Russie, M. Poutine voulait quoi? À donner des mandats exécutifs afin que, qui se base sur 5 points, afin de réguler les activités Bitcoin, ICOs, minage et tout ce que vous voulez, et quoi, qu'il y ait des taxes qui doivent être payées dessus. Vous voyez, donc ça c'est un truc très important. Et là on a un politicien maintenant, vous voyez, pas spécialement toujours un trader ou un banquier ou quoi que ce soit, mais un politicien qui était à Capitol Hill, qui sait très bien ce qui se passe, et comme il dit, voilà, là on est en train de regarder ce qui se passe et il y a des lois qui vont venir. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'inévitable parce qu'il y a trop d'argent et les gouvernements doivent être impliqués dedans. Ok? Donc là maintenant on a vu un intervenant de Washington, ne vous inquiétez pas, l'article vous l'aurez. Et maintenant on va retourner avec un banquier. Rappelez-vous, on a vu des banquiers qui étaient négatifs, on vient d'écouter monsieur de la Société Générale. Ici on a vu Jimmy Dimond, on sait ce qu'il en pense. La semaine passée je vous ai montré le CEO de Mastercard, Warren Buffett aussi qui en parle, beaucoup de gens qui en parlent. Et maintenant, on a aussi une grosse banque d'affaires, la plus grosse banque d'affaires des États-Unis, Goldman Sachs. Et on a maintenant le CEO lui-même qui est en train de parler. Et on va voir ce que lui-même est en train de penser comment dirais-je, du Bitcoin. Rappelez-vous, lui, il n'est ni pour ni contre, mais c'est un banquier. Goldman Sachs, c'est une grosse activité de trading, de spéculation. Donc, ils doivent être dedans et on va le laisser lui-même s'exprimer. OK? Tangible for the London Metals Exchange. Et on y va. You've tweeted about various subjects, actually. It's interesting, your tweet experience. But one of the things you tweeted about was Bitcoin, that you were still thinking about a month ago now. We now have the LME saying that they're CME, actually saying they're going to start trading in futures. Bitcoin's a little too tangible for the London Metals Exchange. Yeah, that's right, exactly. So the CME is going to have futures with Bitcoin. Are you still thinking about it? And if Goldman customers, your customers, come to you and say, we really want to have this as part of our portfolio, do you have any choice but to get involved in Bitcoin? Look, I have a level of discomfort with it, as I have a level of discomfort with anything that's new. But I've learned over the years that there's a lot of things that work out pretty well that I don't love. I remember when they first came out with cell phones. I'm thinking, why would anybody want this thing? It lasts, battery lasts about 10 minutes. It weighs a ton. You have to have it on your back.
And there's phone machines every 15 feet. Why would anyone want this? Guess what? I missed that one. And here, I read a lot of history, and I know once upon a time, a coin was worth $5 if it had $5 worth of gold with it. And then a piece of paper was worth $5, but only if it was backed by gold in the treasury or silver in the silver certificate. And even then people were suspicious. Now we have paper that's only backed by fiat. The government says, I think that's what it's worth. Maybe in the new world, something gets backed by consensus. Instead of a government fiat, maybe it's a consensual arrangement by people that agree that it's worth something, kind of like what social media does. It's not my natural state of comfort. But if you told me that, if we went into the future and Bitcoins were successful, I would be able to explain how it's a natural evolution from hard money. By the way, why is gold worth anything more than the jewelry value in gold? That's kind of a consensus that people have, because no government says, I'm going to pay you $1,300 an ounce from gold. It is that. Why is it worth that? You can't eat it. Why is it worth that? Because it's been like that for a long time. And so maybe 200 years from now, even someone like me might be comfortable with it. But right now, I tell you, I don't have an investment in it, but I'm not willing to poo-poo it, and that's why I say I'm open to it. Donc voilà, il a dit lui-même ce qu'il en pensait. Donc comme vous avez bien vu, voilà, il a une approche très sage. J'aime bien ce qu'il dit, ce monsieur, parce que voilà, il a bien dit lui-même que voilà, il ne va pas faire caca dessus, comme il dit, I'm not gonna poo-poo on it. Mais le truc c'est quoi? Il est ouvert. Pourquoi? Parce que il dit, il a ramené au départ quand il y avait les premiers téléphones portables. Vous voyez, c'était un grand téléphone, il fallait avoir un sac pour avoir sa batterie. La batterie ne durait que 10 minutes. Il dit oui, voilà, qu'est-ce qu'on va foutre avec? Et il dit bah regardez, aujourd'hui, on en a tous un. Et donc voilà, le Bitcoin c'est pareil. Il y a du pour et du contre, mais dans un futur, comme il dit, si je pouvais voyager dans le futur et voir réellement la fonctionnalité et l'utilité de cela, bah, je pourrais revenir maintenant et vous dire bah tiens, ça a fonctionné parce que ça et ça, mais dit on ne le sait pas, et donc il doit rester ouvert à cela, et voilà. Donc ça c'est en gros, donc vous avez vraiment eu ces paroles à lui d'un banquier d'investissement Goldman Sachs qui est très 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 important, qui a des gros clients, et donc voilà exactement, c'est très important de pouvoir voir ce que eux ils en pensent, et là qui mieux que le CEO lui-même pour pouvoir le dire. Ok, toujours avec un discours très politique. Et encore ici, ben voilà, il y a une autre vidéo qui est venue se rajouter directement, et ça c'est quelque chose de très 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 important. La dame que vous avez ici, Lynette Zeng, je vais déjà parlé d'elle, ainsi de suite, et je vais aussi inclure cette vidéo en lien de description. Vous voyez, celle-ci dure un peu plus longtemps, elle parle de l'or face au Bitcoin. Donc vous voyez, ça touche un peu au Bitgold, enfin Bitcoin Gold et ainsi de suite et tout ça. Mais là, un très 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 bon travail de recherche. Elle a plus de 3 décennies là-dedans. C'était un stockbroker, maintenant elle est Chief Market, Chief Investment stratégiste dans un broker d'or et d'argent situé à Phoenix en Arizona aux États-Unis. Donc elle a un travail de recherche excellent, elle amène énormément d'informations, et donc cette vidéo ici que vous voyez là, Gold versus Bitcoin, je vais l'inclure dans les liens de description parce que c'est un truc qu'il faut regarder, et il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir apprendre, et c'est très instructif et très éducatif et super informatif. Son travail de recherche est excellent. Donc voilà. Donc là, ça conclut là notre côté, on va dire, banquier, tout ce qui se passait dans le monde, ainsi de suite. Et maintenant, on va aller dans le côté problématique du Bitcoin. Vous voyez, on a vu le côté positif, maintenant le CME est dedans, mais il y a l'aspect problématique, hacking, ainsi de suite, et tout ce qui est en train de se passer. Et on va commencer aussi dans notre tour d'horizon mondial. Qu'est-ce qu'on a? On voit que les cryptos sont en train de soulever des problèmes très 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 sérieux avec les autorités, mais où avec l'autorité maximale, on va dire bancaire, donc la Banque centrale australienne, et il y a un gros problème avec les crypto-monnaies. Pourquoi? C'est toujours au niveau de la régulation. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut notre monnaie? Vous voyez, on a du fiat. Maintenant, vous voyez, il y a tout ce problème ici, là maintenant, au niveau des paiements, les digital currencies, comment dirais-je, comment est-ce qu'on va réguler ça? Donc il y a toujours un problème de régulation avec les cryptos et tout ce qui est en train de se passer, et ainsi de suite. Donc ça c'est le gros problème qu'il y a maintenant en Australie, et là. Maintenant on va commencer ce tour d'horizon international. On a commencé par l'Australie. Ici l'article nous dit quoi? Qu'il y a un problème avec la Banque centrale australienne, parce que maintenant elle a trouvé des solutions afin de réguler les cryptos. Et maintenant on va s'intéresser à un autre problème aussi qu'il y a en Australie, qui a fait pas mal de news. Et c'était quoi? Et maintenant on va lire ça maintenant. C'est quoi? En Australie, les Bitcoin scams, donc c'est quoi? Les fraudes avec le Bitcoin ont monté de 126% en une seule semaine. Et donc maintenant il y a une entité, donc comme on appelle ça, l'entité qui s'appelle Consumer Watchdog, donc qui est vraiment en train de regarder ce qui est en train de se passer réellement au niveau, donc il y a eu beaucoup de plaintes.
au niveau de ces fraudes et ainsi de suite. Donc beaucoup de personnes ont été frauduleusement, frauduleusement arnaqué, on va dire ça comme une arnaque, c'est toujours frauduleux, donc voilà. Donc vous voyez maintenant tout ce qui est en train de se passer, et il y avait beaucoup de posts dans les réseaux sociaux qui parlaient un peu ici, comme vous voyez ici, 77 rapports qui disaient qu'il y avait des utilisateurs qui avaient été arnaqués, et cette arnaque avait un lien direct avec le Bitcoin. Donc vous voyez exactement ce qui est en train de se passer, et les arnaques sont vraiment terribles. Et donc, vous voyez qu'il y a de plus en plus de ces choses-là qui sont en train de se passer. Donc, vous voyez, au plus le Bitcoin va être connu, au plus il y aura du buzz, au plus il y a des gens qui vont être dessus, au plus il y aura des sites frauduleux, il y aura des arnaques, et ainsi de suite. Donc, voilà, il faut faire très attention. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui fait que moi, je m'éloigne vraiment des exchanges. Rappelez-vous, les exchanges, c'est un truc qui est tout neuf. Enfin, il y en a qui sont très vieux, qui étaient là depuis le début 2009, ok. Mais voilà, moi, j'étais pas dans ces choses-là. Oui, moi, je fais confiance aux comptes de trading que j'ai, vu que j'en ai plusieurs, donc je suis bien diversifié. Si y en a un qui foire, voilà, je n'ai pas tous mes œufs mis dans un même panier, j'ai pas mal de choses, j'ai de l'or, j'ai de l'argent, j'ai des choses physiques qui sont là, et une partie de mon capital est placée réellement afin de me permettre de faire des opérations spéculatives et générer quelque chose. Donc ça, c'est vraiment ça. Donc il faut faire très attention, et c'est pour cela que j'utilise mes comptes de trading que j'ai, donc les comptes CFDs. Pourquoi? Parce que ça fait un bon bout de temps que j'opère avec cela, et je n'ai jamais eu de problème quand j'ai voulu prendre des bénéfices et réellement retransformer de l'argent que j'avais dans le compte et les avoir dans mon compte, de l'argent de mon compte de trading à mon compte bancaire, mon compte courant. Il n'y a jamais eu de problème. Donc voilà, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, et voilà. Donc vous avez vu, en Australie, problème banque centrale, problème de fraude, pardon. Beaucoup d'arnaques, et maintenant on continue encore ici. Un trader australien a perdu $1 600 dû à une attaque de hacker et une fraude Bitcoin. Là, je vais rapidement vous en donner un petit mot, vu que j'avais lu la chose. La chose, c'était quoi? C'était un jeune trader australien qui avait de l'argent dans son exchange, et qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a voulu placer un trade juste avant d'aller dormir sur le Bitcoin, et maintenant vous voyez comme il explique ici, juste avant d'aller dormir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les arnaqueurs, donc les fraudeurs, ont réussi à recopier, ont fait une fausse plateforme de trading, donc avec la même adresse et ainsi de suite. Ils ont réussi à recopier cela. Ce qui fait que le trader, lorsque lui pensait qu'il allait rentrer dans sa plateforme de trading, en fait, il rentrait sur la plateforme des fraudeurs. On a copié son utilisateur et son mot de passe, et eux, après, ont été dans l'exchange et sont rentrés dans son compte avec son véritable mot de passe et son code PIN, et ont sorti tout ce qu'il avait dedans. Donc c'est une valeur de $1 600 australiens. Donc voilà, et vous voyez que maintenant ça commence à remonter, et vous voyez qu'en octobre il y a eu 245 rapports de fraude reliés au Bitcoin pour un total de $92 000. Donc vous voyez que ça monte, enfin $92 000 pour les amis français. Donc vous voyez que ça commence à monter énormément. Donc vous voyez que ça, c'est des choses qui sont là. Donc vous voyez encore un autre article. Vous voyez le côté positif, maintenant le côté négatif du Bitcoin. Et donc il y a ça aussi. Donc vous voyez que dans les hackings, on trouve toujours quelque chose. Donc c'est très, comment dirais-je, c'est très populaire. Donc maintenant il y aura de plus en plus de fraude, donc faites attention, vous qui êtes là, mais moi aussi je continue toujours à faire très attention. Et maintenant qu'est-ce qu'il y a? Maintenant on a des trojans, des malwares, donc des virus qui ont volé $160 000 en Bitcoin, et d'où à partir des wallets des utilisateurs. Donc vous voyez qu'on continue avec ça. Ça c'est aussi au niveau international. Et maintenant c'est qui a rapporté cette nouvelle ici? C'est Kaspersky Lab, qui est une société qui travaille dans tout ce qui est protection sur Internet, cybersécurité et toutes ces choses-là. Et donc, vous voyez exactement, ils sont en train on décrit un peu ce qui s'est passé. Donc, il y a eu un vol de 23 bitcoins qui maintenant ont une valeur de $140 000 directement à partir des wallets. Et donc, vous voyez, c'est ça exactement. Donc, le créateur de ce malware a opéré pendant un an, et ses principales targets, donc les cryptos qu'il voulait voler, c'était le Bitcoin, Ethereum, Dash, Monero, et encore pas mal d'autres choses. Et donc ça c'est quoi? C'est un rapport qui a été fait par le laboratoire Kaspersky. Donc voilà exactement, et là ils expliquent exactement comment cela est en train de fonctionner, et comment est-ce qu'il peut directement arriver jusqu'au wallet des clients, et réellement comment est-ce qu'il peut leur voler. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer à ce niveau-là. Et donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va
Comme je parlais de Kaspersky et de tout ce qui était le hacking, rappelez-vous dans un des crypto-rapports durant l'été, je vous parlais de Hack. Hack qui est l'ETF aux États-Unis. C'est un ETF, donc un actif qui a été créé, qui reprend, donc c'est un fonds, et ce fonds investit directement sur toutes les compagnies qui sont en relation avec quoi? Avec tout ce qui est la cybercriminalité et la cybersécurité. Et vous voyez, ce sont tous les comment dirais-je, toutes les compagnies à qui nous vendent toujours des trucs antivirus, ainsi de suite. Donc, vous voyez, Symantec, je crois que vous le connaissez, Palo Alto aux États-Unis. Et bien sûr, si maintenant on regarde tout le portefeuille, qu'est-ce qu'il a, donc vous allez voir exactement toutes les compagnies qu'il y a. Et vous voyez exactement ce qu'il y a. Donc ça, c'est le top 10 de ces compagnies, mais il y en a plusieurs. Et comment dirais-je, là-dedans aussi, nous avons la compagnie Kaspersky. Et donc ça, c'est un ETF. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que voilà, je vais juste vous dire une chose. J'en ai déjà parlé. Vous voyez, depuis 2017, ici, le Bitcoin est de plus en plus connu. Et il y a un indice qui est clé. Selon un ancien de Wall Street qui est en train de faire un rapport là-dessus. Et vu que, bon, il est de Wall Street, il sait ce qui se passe. Chaque fois que l'indice hack atteint les $30, ça veut dire qu'il y a une cyberattaque qui est imminente. Et la première fois qu'il a dit ça, je lui ai dit, oh. Et la première fois que hack avait atteint les 30, c'était au mois de mai. Si vous vérifiez bien, donc avril, mai, fin avril, au mois de mai, il y avait des cyberattaques. On avait volé des trucs à Walt Disney, des Pirates des Caraïbes 5 et pas mal de films qui étaient sortis. Il y avait une cyberattaque encore entre... Ici en Espagne aussi, on avait subi une cyberattaque au même moment. Et il disait que chaque fois que vous allez voir que l'indice hack est au-dessus des 29, mais surtout qu'il atteint les $30, donc c'est-à-dire que les niveaux de cybersécurité sont très 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 hauts. Donc vous voyez que cet indice, c'est quoi? C'est que tous les investisseurs sont en train d'investir dans le hack. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va commencer à rapporter. Et ce sont ces actifs-là, donc toutes les compagnies que vous avez vues ici en dessous, là. Ici, il a toutes celles-là, et encore, il y en a encore pas mal d'autres. Ça, ce sont les top 10 de ce qu'ils ont, donc dans lesquels 40% des fonds donc, du capital de ce fonds est investi principalement dans ces compagnies-là. Ça, c'est le top 10 de leur holding. Et vu qu'elles travaillent toutes dans la cybercriminalité, elles savent exactement ce qui est en train de se passer. Donc voilà. Donc rappelez-vous, si vous voyez Hack qui est toujours au niveau des $30, ça veut dire qu'on est c'est alerte rouge, donc alerte maximale au niveau de la cybersécurité, beaucoup de hacking, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que Hack, depuis le mois de mai, au mois de mars déjà a caressé ce niveau-là, mais depuis le mois de mai, on va dire que la moyenne, on est réellement au-dessus des $30 et on reste là et on pourrait même continuer à aller plus haut. Donc ça, c'est un indice qui va continuer à monter et vous voyez qu'il y a 42 compagnies au total qui sont dedans et Kaspersky est une des compagnies qui fait partie, comment dirais-je, de ce ETF. Donc voilà, cybersécurité, tout ce qui est en train de se passer, technologie, fintech, Internet, donc le IoT, donc l'Internet des choses, ainsi de suite. Au plus ça va continuer à avancer, au plus on va aller dans l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là, et ben l'indice hack va rester super haut. Alors maintenant, par rapport à ça, on va regarder une vidéo où, comment dirais-je, où des experts et des personnes ayant vécu cela nous parlent de 6 manières, vous voyez ici, ils donnent 6 ways, donc 6 façons de pouvoir se protéger de tout type de hack et d'attaque et de fraude et tout ce qu'il y a. Donc voilà, donc on va jouer la vidéo et comme ça vous allez pouvoir voir cela. Ok, donc là on y va. On May 17th, 2017, my phone account got hacked. Hackers had essentially switched the SIM card from my phone to their phone, and from that, they used it to get access to my Coinbase account, and then stole money from my Coinbase account. On May 18th, I came home from Zumba class, finding out that they were trying to get into Amazon and Microsoft phones as a response. And I thought that was weird, and nothing seemed to go through. And then I realized, I haven't checked Coinbase. There was some activity on there I didn't recognize, and all of a sudden I log in, and it's all gone, and they're still in there, changing my phone number. I think the companies like Coinbase and others do a very good job of ensuring as great a user experience as possible for cryptocurrencies, but they have a very hard task of ensuring that those users are safe to transact. Before you open your account at Coinbase, I would say set up a unique email that you're going to use for that Coinbase account that no one else in the world has ever seen before. Set a really hard and long password. Make sure you have only the ability to recover from a piece of paper that you control. You call up your cell phone provider right now, and you put every level of security you possibly can. You add a passcode to it. The next level of protection is that you add a do not port SIM card.
to your account. And that can last for a year. And that's what I've done. A very common hack is people will call up your phone service provider, will get a copy of your SIM card, and then they'll get into your email through that. Don't use two-factor authentication on an SMS that could be ported using something a bit more like Google Authenticator or a YubiKey would be better. Diversify. Do not go and buy cryptocurrency in Bitcoin or Ethereum in one exchange. Buy them across all. Spread them out. Just use different services because it's unlikely that you're going to get hacked at the same time through all of them, especially if you have different emails and passwords. Keep it offline. When you're not using it, there are vaults you can buy. A hardware wallet, which is a hardware device that basically creates transactions without connecting to the internet. If you have the option, if you're trading tokens on Ethereum, for example, I think you should definitely look into decentralized exchanges. Decentralized exchanges do not hold user funds. The users will always have access to their own funds. Whereas in a centralized exchange, I am giving that exchange my funds, and then all of those funds are pooled together, and it's sort of a central point of failure. Who would I trust to hold my cryptocurrency? Right now, I wouldn't trust anybody. I wouldn't even trust myself. So the question becomes, where do we store our money in the future that we can trust and that it's going to be safe? I don't know. But I'm definitely focused on solving that problem because I need a place. And I think many people around the world need a place too. Donc voilà, vous voyez ce que je vous disais, un truc que je vous disais souvent. Donc voilà, ce sont des vraies personnes qui ont eu ça et il y a des mots qui reviennent toujours. Comme ils sont en train de dire, diversifiez-vous, n'ouvrez pas un compte toujours avec le même exchange, ne traînez pas toujours avec la même chose et tout ça. Donc là, on va essayer un peu d'expliquer ça. Hein. Donc la solution serait on va dire la suivante. Voyez-moi un truc que je fais pour les clients, on va dire... imaginez-vous, vous avez 10 000 euros. Donc là, on va même pas parler de ce que c'est que vous faites... vous divisez ça en, comment dirais-je, en 5 parties. Hein. Donc vous faites 2 cas ici. Donc quand c'est 2 cas, c'est 2000. Hein. Donc cas de kilo, kilo, ça fait une unité de 1000. Donc voilà, vous avez différents comptes. Hein. Donc ici, on va dire que là, vous avez, je sais pas moi, un wallet dans lequel vous mettez une partie ici. Ici, par exemple, vous avez un exchange, je sais pas moi, un exchange... exchange A, ça peut être, je sais pas, vous opérez avec GDAX ou je ne sais quel autre. Ici, par exemple, dans un autre, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Bitfinex, par exemple, vous allez opérer sur celui-là. Et ici, maintenant, dans un autre, là, vous faites quoi? Vous faites un compte CFD numéro 1 et ici, un autre compte CFD numéro 2. Voilà, si vous tenez absolument à avoir ça comme ça. Vous voyez, comme ça, vous êtes bien diversifié, vous n'avez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc, vous n'allez pas prendre directement tous les 10 000 ou les mettre dans ce compte-ci, ou tous les 10 000 les mettre chez GDAX, ou tous les 10 000, par exemple, dans votre wallet. Non, soyez malin. Et puis, même si vous avez 10 000, si c'est vraiment toutes vos économies, toutes vos épargnes, je vous ne conseille jamais, jamais, jamais de faire un truc pareil. Comme je vous dis, si c'est ça, vous mettez une partie, voire un quart ou 20% de cela. Donc si c'est 20% de ces 10 000, vous divisez, donc c'est divisé par 5. Donc ça vous ferait quoi exactement? Ça vous ferait 2000. Et maintenant dans ces 2000 là, vous divisez, peut-être vous prenez juste que 4 comptes. Hein. Donc vous mettez 500 là, 500 ici, 500 ici et 500 ici. Et voilà. Et le reste, gardez l'argent, vous en aurez réellement besoin. Parce qu'imaginez-vous, il se passe quelque chose. Vous avez, avec les 7 weeks et tout ce qui est en train de venir et ainsi de suite et tout ça. Beaucoup de gens ont eu des problèmes, ne pouvaient pas sortir l'argent pendant le trading était suspendu, on ne pouvait pas sortir l'argent ni le rentrer d'argent. C'est bien maintenant avec toutes ces régulations, tout ce qui est en train de se passer, donc il y a une grosse problématique et donc il ne faut jamais se mettre dans une situation où réellement il y a un problème, vous voyez. Donc c'est ça, même moi, c'est ce que je fais moi personnellement, c'est ce que je dis toujours aux clients. Malheureusement, beaucoup ne veulent pas écouter, après ils reviennent, ils disent oui, mais au fait, tu avais raison, je dû faire comme ça, parce qu'ils prennent tout l'argent et le mettent dedans. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup de cas comme ça, j'en ai eu 2-3. Des clients qui ont voulu le faire tout à la leur et ainsi de suite, ou ça se traduit en pertes, donc des pertes massives, 30, 40, 50, 100 et on monte, ou ça se traduit en tiens, il s'est passé ceci, là je savais pas, donc ça se traduit en perte aussi. Pour le moment, des cas de fraude, il n'y en a pas eu, mais on a déjà eu
ça c'était un broker CFD ici qui était frauduleux, qui avait arnaqué pas mal de personnes et qui ne voulait pas rendre l'argent des clients et voilà, qui a été disparu et ils ont perdu leur régulation. Donc vous voyez que ça arrive, il n'y a pas que là-dedans. Vous voyez que dans tout ce qui est populaire, il y aura toujours des problèmes. Donc voilà, moi la chose qu'il y a, c'est vraiment protégez-vous réellement un maximum et prenez des décisions éduquées. Donc soyez malin dans ce que vous êtes en train de faire. Donc faites pas tout et n'importe quoi parce que c'est votre argent, vous avez bossé dur pour ça. Et donc voilà, le but de tout ça, c'est de vous permettre d'accroître votre patrimoine et non de le perdre. Donc voilà. Donc là maintenant on va donner la dernière ouais, les derniers 10 minutes, on va parler de pas mal d'articles ici. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? On a encore eu un cas ici. C'était quoi? Ben, un pasteur a aidé une activité frauduleuse, illégale de Bitcoin, donc lavement, blanchiment de fonds. Et donc voilà, une sentence de 5 ans de prison. Donc ici, vous avez tout le truc ici qui est bien expliqué. C'était au New Jersey. Et voilà, il a accepté comment dirais-je, comme on dit ici, il a accepté des bribes, donc des dessous-table de l'ordre de 150 000 $. Pourquoi? Pour placer tout l'argent qu'il avait de sa paroisse à un certain exchange et de ce fait être là et comment dirais-je, supporter une activité de blanchiment d'argent. Et donc il y a tout l'article ici qui vous parle vraiment de toute la fraude et donc voilà, c'est des cas pareils que vous avez commencé à voir. Et donc voilà, donc vous voyez que le Bitcoin, il y a beaucoup de choses. Maintenant on va aller terminer par un round-up au niveau des cryptos, mais international. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de parler? Vous voyez ici, qu'est-ce qu'il y a? Les traders chinois sont en train de bouger de Chine. Rappelez-vous pourquoi, en grosse partie, ce qui s'est passé, les ICOs bannis, régulation, beaucoup de régulation, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Si les ICOs sont bannis, beaucoup de régulation, les exchanges n'ont plus autant de volume, rappelez-vous, tout le volume de Chine est passé au Japon, ben, les personnes qui sont là-bas, qui sont en train d'opérer là-dedans, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, eux aussi, ils bougent, ils suivent là où va l'argent. Donc, comme vous voyez ici, hein, tous les traders chinois sont en train de bouger, et quand on dit trader, c'est aussi activité minière, et ils sont tous en train de bouger. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez ici tout ce qui est en train de se passer, ben, les China Bitcoin Curtain, donc tout ce qui est en train de se passer, ben, c'est une suite à cela, hein, tout ce qui s'était passé avec les exchanges, la banque centrale chinoise, toute la régulation et tout ce qu'il y avait. Il y a eu beaucoup de volume qui a été perdu au niveau des trading entre le Bitcoin et le yuan chinois, et ce qui fait que quoi, ben, vu qu'il n'y a plus beaucoup de volume, donc les activités ne sont plus trop rentables, donc voilà, donc là de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, pas mal d'exchanges et d'autres personnes sont en train de bouger. Donc, ouais, c'est une continuité à cet article. Donc, ces deux articles sont à prendre en commun et donc, comme on dirait, simultanément. Et donc, là, la réponse à l'autre, exactement. Donc là, ici, vous avez un acteur principal, comme vous voyez ici, UOB, le fondateur, qui est en train de s'exprimer sur la situation réelle en Chine. Ok, donc là maintenant on continue notre tour d'horizon, on va voir un peu ce qui se passe au Japon. Et voilà, au Japon, les autorités financières, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils disent quoi? Les régulateurs chinois disent qu'il y a des risques avec les ICO. Donc rappelez-vous, enfin pas chinois, excusez-moi, les japonais disent qu'il y a des risques avec les ICO. Rappelez-vous qu'ils ne sont pas contre le Bitcoin, ils ont adopté le Bitcoin. Maintenant le Japon est le pays qui a le plus de volume de Bitcoin. C'est numéro 1 Japon, numéro 2 États-Unis, numéro 3 la Corée du Sud. Mais il y a toujours un risque avec les ICO dû à la fraude. Et donc là ici, c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. Comme ils disent, warned, c'est un warning, donc c'est un avertissement. Ce n'est pas banni, mais ils avertissent les investisseurs des risques qu'ils courent. Donc voilà ce qui se passe. Maintenant, on continue, on reste toujours en Asie, on va au Vietnam. Et qu'est-ce qui se passe au Vietnam? Vous voyez que le Vietnam a banni les paiements avec le Bitcoin. Donc, Bitcoin n'est pas un moyen de paiement reconnu, donc il est banni. Et comme on dit, tous ceux qui ont adopté le Bitcoin comme méthode de paiement pourraient voir quoi? Une pénalité de 9 000 $. Donc là, c'est gros. Donc vous voyez, d'un côté, ça va, mais d'un autre côté, ça ne va pas. Donc vous voyez, on a toujours cette débâcle, pardon, et ce pour ou contre via avec le Bitcoin. Donc là, voilà, Vietnam bannit le Bitcoin. Tout utilisateur, enfin, la méthode de paiement Bitcoin, et tout utilisateur peut se voir charger une pénalité de 9 000 $. Alors maintenant, on va au Libanon. Libanon, c'est le Liban au Moyen-Orient. Ne pas confondre avec la Libye. Là, on parle de Liban. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? Maintenant, bah, c'est quoi? Là, maintenant, ils sont quoi? Ils sont en train de préparer quoi? Ils sont en train de préparer le futur et principalement, vous voyez, le gouverneur aussi de la Banque centrale du Liban, qu'est-ce qu'il dit? Et lorsqu'il était à Beyrouth, à la capitale, ben, le gouvernement a examiné les possibilités d'émettre leur propre crypto. Donc voilà en gros c'est quoi. Et il a aussi donné des commentaires au sujet du Bitcoin et du futur des devises digitales au Liban et ainsi de suite. Donc vous voyez que eux, ils sont en train de prendre ça d'un très bon œil et donc ils sont en train de tout mettre en œuvre afin de commencer à émettre leur propre crypto-devise. Donc vous voyez au Liban, c'est positif là-bas, la Banque centrale et le gouvernement travaillent
en synergie afin de résoudre cela. Maintenant, on va en Inde. Et qu'est-ce qui se passe en Inde? En Inde, on a la plus grosse banque, donc la SBI, donc State Bank of India, qui va, comme on dit, goes big on blockchain. Donc, elle va fortement, elle fait une entrée en matière époustouflante et très forte dans le blockchain. Donc, rappelez-vous, Bitcoin, pas bon pour certaines personnes, mais blockchain, oui, très bon. Donc maintenant, cette banque-là, qui a 460 milliards de AUM, donc c'est Assets Under Management, qui veut dire actifs sous gestion, et maintenant, elle veut commencer à développer tout un système de blockchain aussi pour ses applications et services financiers. Et donc, ça va être très grand. Et vous voyez qu'elle travaille Elle travaille ici avec IBM pour développer tout ça. Donc, elle veut développer ce qu'on appelle ici son bank chain. Et donc, voilà, ça va être basé sur le blockchain. Et c'est la première banque à le faire en Inde. Et c'est bien sûr aussi la plus grosse banque que vous avez en Inde qui rentre dedans. Donc, blockchain positif. Vous voyez toujours que le côté blockchain et son utilité est très 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 bien reçu. Donc voilà, on en a les preuves, les grosses institutions rentrent dedans. Maintenant, on va en Turquie et ici on en a le gouverneur de la banque centrale turque. Et qu'est-ce qu'il dit? Que les crypto-monnaies peuvent contribuer à la stabilité financière. Donc vous voyez, là maintenant on le prend d'un très bon œil et voilà, on reprend un peu ce qu'il est en train de dire ici. Donc, vous voyez qu'il pense vraiment que c'est quelque chose de très bon. Il regarde ça d'un très, très, très bon œil. Et ils sont en train de monitorer, donc de suivre parfaitement et de très près tous les mouvements qui sont reliés au Bitcoin. Et il a parlé d'une manière optimiste par rapport aux crypto-devises, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y aura quoi? Il y aura de la régulation qui va arriver. Et comme ici, le gouvernement turc et les régulateurs vont être là. Et voilà, donc ici, vous voyez que quoi, les banquiers et les régulateurs du pays sont en train d'expliquer la situation, avec la Turquie a traversé une très grosse crise. Beaucoup de Turcs la population turque n'a perdu sa confiance en la lire turque et ça a fait comme en Inde et comme en Grèce et ainsi de suite, des mouvements massifs pour que les personnes ont commencé à retirer réellement leur monnaie, leurs avoirs des banques. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat et donc maintenant ils sont en train de chercher des alternatives pour maintenir cette valeur. Donc après vous aussi, on parle beaucoup de ça lorsqu'on parle des cryptos, du Bitcoin, Bitcoin face à l'or et ainsi de suite. Et donc là, voilà, vous avez ça directement ici. Donc en Turquie, favorable, ils doivent trouver des solutions afin de redonner la confiance à leur population dans la lire. Donc ils sont en train d'essayer de faire quelque chose. Maintenant, on va au Zimbabwe. Et qu'est-ce qui se passe au Zimbabwe aussi? Vous avez vu qu'au Zimbabwe, le prix du Bitcoin est pratiquement le double des prix de ce que l'on a. Vous voyez, quand le Bitcoin ici était passé au-dessus des 7000, au Zimbabwe, c'était 14 000. Là-bas, la population a complètement perdu confiance en la monnaie du Zimbabwe, et ce qui fait que ce qu'on a là-bas, c'est quoi? C'est exactement beaucoup d'activités au niveau du Bitcoin, et donc ça, c'est ce qui permet aux personnes de sauvegarder quand même, on va dire quoi, la valeur et pouvoir continuer à vivre normalement. Et maintenant, ils se sont déjà préparés au SegWit 2X. Donc SegWit 2X, c'est quoi? C'est Segregated Witness. Et qui va arriver, donc c'est la deuxième fois qu'ils vont le faire. Donc là, voilà, on va pas rentrer dans tous les détails. Et ça, c'est le fork qui va arriver le 16 novembre. Et là, on a déjà vu que le fork passé, donc la bifurcation passée, a donné naissance au Bitcoin Gold. La première, c'était le Bitcoin Cash. Et maintenant, la troisième, ce sera le SegWit 2X. Et donc voilà, donc vous voyez qu'il y a pas mal d'exchanges qui sont là, vu qu'au Zimbabwe il y a beaucoup d'activités, la population compte réellement là-dessus et opère fortement là-dessus, il y a une très forte demande. Et ça va faire que les exchanges doivent se préparer déjà à cela. Donc vous voyez qu'au Zimbabwe on est déjà prêt pour le SegWit 2X qui va arriver aux alentours du 15-16 novembre. Et maintenant, là, on continue encore. Donc, on va voir encore qu'est-ce qui se passe. Ici, encore d'autres softwares. Maintenant, ici, vous voyez qu'il y a un software war. Donc, vous voyez, il y a il y a beaucoup d'activités, beaucoup de clash au niveau de tout cela. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez qu'on a une incertitude au niveau du SegWit 2X. Il y avait encore un article, je pense que je ne l'ai pas inclus ici, où il y avait carrément eu des menaces de mort concernant certains patrons de certains exchanges, parce qu'il y a certains exchanges qui vont le supporter, d'autres non. Donc vous voyez que c'est grave ce qui arrive ici. Pourquoi? Parce que en tant qu'utilisateur, vous voulez utiliser quelque chose qui est bien et qui est stable, avec lequel vous pouvez avancer. Mais si maintenant, au sein du propre écosystème de la communauté Bitcoin, il commence à avoir des problèmes, et donc là, vous voyez déjà quand il y avait la première bifurcation, les exchanges avaient eu des problèmes, les transactions étaient ralenties, on ne pouvait pas mettre des fonds, on ne pouvait pas envoyer des fonds, ni recevoir des fonds, ni faire du trade, le trade était suspendu. Donc ça, c'est énormément de problèmes, et ça, c'est des choses que l'on ne veut pas. Ah bah oui, voilà, j'ai bien inclus l'article. Ce monsieur ici a même reçu des menaces de mort, ainsi de suite, et a même
voulu s'éloigner de tout cela. Donc ouais, qu'on explique un peu tout ce qui est en train de se passer ici. Juste pourquoi? Parce qu'il a supporté le Segwit 2X. Et donc maintenant, il y a énormément de problèmes qui sont en train de se passer avec des exchanges. Je dis pas qu'il y a que des problèmes, mais il y en a beaucoup. Et lorsque les problèmes sont là, rappelez-vous, c'est votre argent qui sont dans ces exchanges. Donc s'il y a des problèmes, votre argent est en risque, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça s'est bien passé, on va dire, enfin, entre parenthèses, bien passé par le passé, mais maintenant on espère que ça va être la même chose. Mais vous voyez que trop de bifurcation comme ça, ça devient problématique, ça donne mal à la tête à la fin. Donc même moi, après, j'ai du mal à suivre. Donc là, je dis encore, je ne vais pas trop rentrer en profondeur dans le Segwit 2X parce que je suis vraiment en train de suivre déjà ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses et il faut lire l'avis des deux parties. Ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, et qu'est-ce qu'ils ont, si, oui, la preuve de travail, oui, le replay, et pas mal de choses, et tout ce qu'on avait, les ACX, les GPU, et vous voyez, beaucoup de choses qui sont en train de se passer, donc vous voyez que vous devez vous éduquer sur énormément de choses, donc voilà, donc je ne vais pas parler de ceux dont je ne connais pas. Ici, je viens vous apporter des informations et vous-même à votre propre discrétion. C'est même pas un débat qui est ouvert ici. On est là pour amener de l'information pour tous s'éduquer. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Et donc voilà. Donc moi, j'amène les informations. Celui qui sait qui a beaucoup plus de choses, qui le partage avec nous tous ici dans la section commentaires. Et voilà quoi, qui nous amène ces lumières et seront le bienvenu. Ok, je ne donne que mon humble avis ici. Et donc voilà, ce sont des choses qui nous concernent. Ça concerne les prix du Bitcoin, le Bitcoin Cash et tout ce qu'il y a dessus. Donc voilà, donc ça, ce sont des potentiels catalyseurs. Vous voyez qu'on a eu un positif, le CME. Mais ça, on verra ce qui va se passer à la partir de la moitié du mois. Voilà, ça peut être la cause d'une grosse correction. Donc ça peut être ça aussi. Donc voilà, donc on verra. Ok, donc là, vous voyez déjà des guerres au niveau des exchanges. Et vous voyez maintenant encore ici, on va continuer là-dessus. Donc, vous voyez ici BitPay, attendez, voilà. BitPay qui va suspendre tous les services durant le Segwit 2X. Et là, qui va avoir lieu. Et donc, vous voyez que ça, ce sont des problèmes. Vous voyez, BitPay, c'est quand même un gros exchange qui est basé à Atlanta et ainsi de suite. Et ils ont annoncé que quoi, ben voilà, qui vont être là et qui vont suspendre, enfin qui ne seront pas là, qui vont suspendre le trading du service pendant 24 heures ou bien plus. Donc vous voyez que là, c'est pas évident. Donc là, voilà ce qui se passe, à ce qu'on attend pour le Segwit 2X. Maintenant, on va retourner un peu au niveau des problèmes et on va retourner en Russie. Et maintenant, rappelez-vous, on a vu ce que M. Poutine y veut. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Régulation. L'économie russe a perdu 18 milliards de roubles. Donc 18 milliards de roubles, c'est équivalent à plus ou moins 300 millions de dollars. C'est ce qu'ils ont perdu dû à une pauvre dû à une très pauvre régulation au sujet des ICOs. Et quand on parle de ça, le gouvernement a perdu de l'argent au niveau de quoi? Ils auraient pu collecter des taxes. Donc rappelez-vous que c'est ça, 18 milliards de roubles, approximativement 300 millions de dollars américains. Tout ça, pourquoi? Vu qu'il n'y a pas encore de politique sur les ICOs. Alors maintenant, ça nous renvoie aux ordres exécutifs de M. Poutine qui disait que quoi? Que le président Poutine veut maintenant qu'il y ait une régulation des ICOs, exactement pour quand? Pour l'été 2018, pour la fin juillet 2018, vous voyez ici comment il est là, voilà ici que le président Vladimir Poutine, après un meeting qu'il avait fait avec le gouverneur de la Banque centrale et son ministre de l'économie et son premier ministre, et qu'est-ce qu'il avait dit? Il voulait une régulation sur les ICOs pour le 1er juillet 2018, les trois gros points, c'était régulation des ICOs, législation de l'activité minière et taxe sur l'activité minière, et il veut une politique concrète au sujet des crypto-monnaies, qu'on leur donne un statut illégal dans le pays. Il y a encore deux autres, mais elles étaient de moins grand impact, on va dire de moins grands impacts. Okay, donc voilà ce qui se passe en Russie. On continue notre tour d'horizon global et maintenant on va s'intéresser un peu au Bitcoin Gold. Et maintenant avec le Bitcoin Gold aussi, il y avait beaucoup de problèmes. Donc rappelez-vous, on va avoir le Segwit 2X qui causait des problèmes. Et le problème qu'il y avait ici, c'était un gros problème de sécurité. Pourquoi en gros, les replays, c'est quoi? C'était pour éviter la protection du replay, c'est quoi? Éviter qu'une opération peut être copiée frauduleusement et reproduite une deuxième fois. C'est-à-dire, si moi je fais une transaction pour envoyer à Jérôme 100 euros en Bitcoin, que quelqu'un puisse copier exactement cette action et la refaire deux fois. Donc, au fait, au total, il y a eu 200 qui sont partis. 100 sont bel et bien partis à Jérôme, mais une partie, si une personne qui arrive à copier, cette transaction, elle peut faire ce qu'on appelle un replay, donc c'est-à-dire refaire la même transaction, mais de mon wallet à moi, donc de mon adresse à moi vers la sienne. Vous voyez, donc là, il y a énormément de fraudes qui peuvent être là. Donc, c'est une explication vraiment basique, sans rentrer dans toutes les propriétés, caractéristiques et tout ce qui peut se passer. Donc, en gros, vous devez comprendre que les replays, c'est ça. Et les Bitcoin Gold, réellement, n'avaient pas donné assez,
pour les exchanges, c'était pas suffisant. Rappelez-vous qu'il y a certains exchanges qui avaient dit que non, on va pas accepter cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce problème au niveau des replays et ils n'avaient vraiment pas fait assez d'efforts. Maintenant, comme vous voyez ici, ils sont en train de rajouter, vous voyez, des daily updates. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, ils sont en train de travailler là-dessus pour avoir amené réellement cette protection au niveau des replays. Donc, voilà. Au sujet du Bitcoin Gold, donc le Bitcoin Gold n'avait pas très bien fonctionné. Lorsqu'on avait regardé les performances, étaient vraiment très en bas. Maintenant, Bitcoin Gold, c'est une chose. Rappelez-vous, lorsque moi je suis le trading, comme je vous le montre en analyse technique et price action, je dis que le Bitcoin Cash et tout ça, ça n'allait nulle part. Ben maintenant, bah quoi, qu'est-ce qu'on a eu? Le Bitcoin Cash est monté de plus de 26% en corrélation avec le Bitcoin. Avec la montée du Bitcoin, oui, non, bon, oui, non, bah, là on ne sait pas, mais en tout cas le prix est monté et donc là on voit ici tout ce qui est en train de passer. Donc voilà, on est en train de parler réellement des facteurs majeurs de cette hausse et ben, beaucoup de personnes associent cela à la montée en force du Bitcoin. Donc voilà, donc enfin il y a des mouvements avec le Bitcoin Cash, on va voir si ça va pouvoir se soutenir et qu'il remonte réellement bien haut comme il était. On retourne maintenant en Corée du Sud et maintenant on a fini avec le Bitcoin, on va regarder un peu ce qui se passe avec d'autres cryptos, Litecoin. Et maintenant Litecoin rentre massivement et rentre en force dans le deuxième plus grand marché. Et c'est quoi? Eh ben, en Corée du Sud, ok? Donc la Corée du Sud maintenant est le deuxième plus grand marché pour le Litecoin. Vous voyez, Litecoin qui est un peu comme l'argent digital. Si le Bitcoin est l'or digital, ben, le Litecoin ce serait l'argent digital. Litecoin a une forte utilité, surtout pour ce qu'on appelle les atomic swaps et ainsi de suite. Et donc voilà exactement ben, tout qui est listé. Et maintenant, ben, gros volume entre le Litecoin face au won sud-coréen. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très bien. Et vous voyez que l'exchange le plus grand, le deuxième exchange le plus grand, c'est BitHump en Corée du Sud. Et maintenant, voilà, il dit qu'il y a un très gros volume qui a augmenté son volume de transactions et aussi, surtout, depuis qu'ils ont intégré Litecoin. Et ça, c'est encore monté bien plus haut. Donc, vous voyez que maintenant, que c'est très important, le Litecoin commence à gagner de la place. Donc, voilà, on va continuer à en entendre parler. Et ben, c'est bien. Donc, ça, c'est pour le Litecoin. Vu qu'on a envoyé qu'il n'y a pas beaucoup de news au sujet des cryptos. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, Ethereum. Bitcoin monte, Bitcoin Cash monte, Bitcoin Gold, on va voir ce qui va se passer, les problèmes au sujet du replay. Ethereum, pareil comme Litecoin, avait dit qu'il n'y avait vraiment pas de trade, je regardais vraiment pas ça. Ça avait atteint pratiquement, ça avait flirté avec les $400 et maintenant ça peine à remonter au-dessus. Et maintenant, ben, qu'est-ce qu'on voit? Ben non, ben là, on est quoi? On est dans les bas des 7 derniers mois et là, on ne monte pas, donc toujours pas de volume. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas ce qui est en train de se passer. On avait demandé que Vitalik Buterin intervienne et qu'il puisse parler, qu'il donne un peu, comment dirais-je, ce qu'il a. Et comme vous voyez ici, mercredi passé, il avait parlé un peu pour expliquer un peu son plan de développement pour la crypto dans les 7 prochaines années. Donc on espère que ça, réellement, ça va rebooster le prix et qu'on verra la cotisation de l'Ethereum monter bien plus haut. Ok, donc voilà pour Ethereum. Maintenant, les news en gros concernant le blockchain et les DLT, donc les Distributed Ledger Technology. Et maintenant, on parle que le blockchain, vous voyez que c'est rappelez-vous, blockchain très important pour les banquiers, très important pour les gouvernements. Blockchain, la technologie est vraiment vue très bien. On dit qu'il ne faut jamais dissocier le blockchain de l'IoT et des DLT, que ça va main dans la main, parce que beaucoup de personnes voulaient en faire la différence. Et non, vous voyez qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de parler de ça, comme le CEO ici, Michael Dell, qui est en train de parler à un événement. Et vous voyez que Michael Dell, avec la compagnie Dell, va investir plus d'1 milliard dans les IoT development dans les 3 prochaines années. Et comme il dit, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et tout ça, c'est quoi? Ça va, c'est vraiment très focalisé sur tout ce qui est le blockchain et vraiment améliorer la technologie et vraiment qui est, comment dirais-je ici, mettre tout ça en relation avec le IoT, donc le Internet of Things, donc l'Internet des choses, donc le blockchain, Internet of Things, intelligence artificielle, tout ça, ça va aller main dans la main. Donc ouais, ce sont des choses sur lesquelles il faut vraiment commencer et continuer à, comment dirais-je, à s'éduquer et à s'informer fortement dessus parce que c'est notre futur à tous. Ok, donc ça c'est en gros ce qu'il y a. L'article est là et vous allez la voir en lien de description. Et on termine avec Amazon. Et qu'est-ce qu'a fait Amazon? Amazon dernièrement a fait quelque chose de très grand vu la montée qu'il y a avec les cryptos et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui est très grand. C'est quoi? C'est réserver déjà des noms de domaine. Et Amazon maintenant vient de, comment dirais-je, réserver des noms de domaine. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, pour créer du buzz par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, ils vont peut-être mettre Amazon, Serge.
Donc, beaucoup de gens, en cliquant dessus, ben, peuvent être ramenés, comment dirais-je, vers un autre business, vers ce que moi je suis en train de faire. Voilà, disons, je peux mettre Amazon GC ben, les gens juste en voyant Amazon, c'est une compagnie qui fait beaucoup de buzz. Ils vont penser que je suis un associé ou que je travaille avec Amazon, que j'ai tel ou tel produit. Et donc, voilà, donc ça va tirer du trafic vers mon web. Et donc, que font les grosses compagnies à un certain niveau? Ben, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles achètent elles-mêmes. Vous voyez ici, hein, elles achètent elles-mêmes quoi? Ben, tout nom de domaine en relation avec le nom de leur business. Pour éviter qu'il y ait déjà numéro un, que ce nom soit parti et qu'il soit associé avec des business frauduleux, bien sûr, et c'est aussi un business aussi. Comme vous voyez ici, l'article nous dit qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un nom de domaine qui a été vendu pour 1,2 million de dollars. Ouais. Et donc ça, c'est des choses qui se font énormément. Donc ici, on vous met le nom de la personne, à Sargil Salim, qui avait concrété la vente de ETH.com. Donc ETH, c'est le ticker symbole, les symboles de l'Ethereum, pour 2 millions de dollars. Ouais. Et donc, oui, ça se fait. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a vu le buzz, il est directement parti enregistrer un nom de domaine ETH.com et il le tient. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Celui qui veut récupérer le nom de domaine ben, doit venir lui payer. Donc ça, c'est un gros business. Et cet article explique exactement ce business, comment ce business se passe. Et maintenant, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, Amazon, pour éviter cela, vous voyez ici, on nous montre réellement qu'ils ont quoi? Ils ont pris Amazon Ethereum.com. Ils ont aussi fait Amazon Bitcoin.com. Ils ont fait Amazon Cryptocurrency.com. Vous voyez ici, voilà. Amazon Cryptocurrencies, donc au pluriel.com, et Amazon Cryptocurrency au singulier.com, Amazon Ethereum.com. Et donc voilà, ce sont les noms qu'ils ont déjà afin de s'assurer que ça leur appartient et que ça ne va pas être dans des mains de qui que ce soit. Vu que c'est la compagnie, imaginez-vous quelqu'un qui dit, ben voilà, tu veux récupérer ton nom de domaine, ben tu me payes 1 milliard. Donc ouais, dans tous les cas, enregistrer un nom de domaine, maintenant ça coûte quoi? C'est quoi? C'est 20 dollars, 20 euros, un truc pareil. Voilà, c'est un des services que moi je paye, ça coûte vraiment pas cher. Et même un service où je payais le nom de domaine à 1 euro par mois. Ça c'était pour le business de Gold. Attendez, si je me dis, ouais, donc ça fait quoi? 12 euros par an. Ouais, donc imaginez-vous une personne qui veut acheter le nom de domaine et qui est là et qui le garde et qui va le renouveler. Et donc celui qui veut le récupérer, donc ouais qu'il y a du business. Donc ouais que c'est tout le business aussi qui est autour. Donc ouais qu'il y a des personnes qui n'investissent peut-être pas dans le Bitcoin, dans les cryptos, mais voilà, ils sont là et ils ont de quoi faire un gros business d'une autre manière et gagner tout autant. Donc ouais, franchement, les cryptos ont fait énormément de milliardaires. Et maintenant, on va finir avec les banques. Et quelque chose qui va se passer au niveau mondial. Et il y a la firme R3 et 22 grosses banques d'investissement, banques corporate, tout ce que vous voulez, qui sont en train de développer un système de paiement international et qui va permettre quoi? La création d'une crypto, enfin pas de crypto, ouais, d'une crypto bien sûr, d'une crypto, mais une crypto émise par des banques centrales et tout ça va être utilisé, enfin va utiliser la technologie blockchain. Et donc là voilà, on est en train d'en parler. Donc voyez ici blockchain, blockchain, blockchain et toujours quoi? Une cryptocurrency, donc une crypto qui va être émise par une banque centrale. Et maintenant quoi? Il y a 3 grosses compagnies qui sont dedans. Le projet est mené par Natixis, qui est une grosse banque corporate, une banque d'investissement. Et elle est française, hein, celle-là. Et donc maintenant, quoi? Ben, les 3 banques, donc Natixis qui est le leader du projet, travaille aussi avec qui directement? Avec la banque d'investissement, donc banque d'affaires en londonienne, donc anglaise, Barclays, et Commerzbank, qui est la deuxième plus grosse banque d'Allemagne après Deutsche Bank. Donc vous voyez que là maintenant, ils sont là, les banquiers sont en train de travailler et développer leurs choses. Et ça, je vous donne ça pourquoi? Ça nous renvoie directement au blockchain. Ok? Donc voilà, blockchain très 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 bien, Bitcoin pas bien dans certains endroits, mais tout le monde veut faire le sien. Et maintenant, on va où? Maintenant, on va regarder un peu le ranking. On va aller à la partie ranking. Donc là, ça va aller très vite. Et puis, on va finir avec l'analyse technique. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez ici quoi? Toutes les monnaies fiat, hein, les paires fiat les plus connues qu'on a dans le monde et tout ce que vous voulez. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ici, on va s'intéresser au Bitcoin. Qu'est-ce qu'on a dans Bitcoin? Prix actuel 7312, 165 à gagner aujourd'hui, 2,32, ça c'était au 3 novembre, donc c'est les chiffres d'hier, 26% à la semaine, si je ne dis pas de bêtises, voilà, 26% la semaine, 73% dans le mois et 940% de ce qui va d'année. Et vous voyez que voilà, aucune autre monnaie fiat n'a fait mieux. Et on continue maintenant, on va voir le ranking des cryptos, qu'est-ce qu'on a, notre top 10 des cryptos. Quels sont les cryptos réellement qui fonctionnent bien, et qu'est-ce qu'on a? Bitcoin en tête, à la montée, vous voyez, tendance haussière claire, capitalisation de marché maintenant, plus de 120 milliards de dollars, c'est grand, donc plus grand que Goldman Sachs, plus grand que Netflix, et vraiment, je joue dans la catégorie des grands. Il y a des grosses compagnies qui valent 100 milliards de dollars et plus, donc voilà, Bitcoin a cette
capitalisation de marché. Numéro 2, Ethereum. Numéro 3, Bitcoin Cash. 4, Ethereum classique. 5, Ripple. 6, Litecoin. 7, BitConnect. 8, Vertcoin. 9, Dash. 10, Zcash. 11, Quantum. Et 12, Grouse Litecoin. Et 13, EOS. Et on va essayer de voir où est le BitGold. Oui, on a NIO 14e. 15e, ici c'est Monero. Misego 16e. Ça c'est pour ceux qui sont connus. Et maintenant, on va essayer de voir où est notre ami du BitGold. Où est-il? Où es-tu? Voilà, BTJ Bitcoin Gold est ici en 36e position à 151 $, plus 7%. Et aujourd'hui, vous voyez que c'est quoi? Mouvement latéraux. OK? Donc voilà pour le ranking. Et maintenant, on va regarder ça au niveau du CryptoMaps. Donc la performance ici dans les dernières 24 heures. Vous voyez le Bitcoin à la baisse, Bitcoin Cash aussi à la baisse aujourd'hui. Rappelez-vous, quand on a vu Trading Economics, c'était au 3. Aujourd'hui, c'est le 4 novembre. Et donc, vous voyez Ethereum qui commence à monter, Dash qui monte. Ça, c'est à la journée. Mais on va voir un peu la performance des 7 derniers jours. Donc de samedi passé à samedi aujourd'hui, Bitcoin plus 25%, Bitcoin Cash 60% total qui est monté. Donc ça c'est vraiment très très bien, en espérant qu'il va pouvoir remonter vers les niveaux qu'il avait. Hein. Et on va voir ça tout de suite. Ethereum, vous voyez que voilà, ça monte mais c'est timide. On reste latéraux, on ne s'approche même pas des 350 ni des 400 $. Donc c'est pas intéressant pour le moment. Vous voyez la Dash ici, Quantum là, Litecoin monte timidement. Ça c'est Monero, Ripple là, Neo là. Ici, vous voyez le BCC, le BitConnect, EOS par-ci par-là. Et donc voilà, là on a vu ce qui se passe avec les cryptos. Et maintenant on va aller quoi? On va terminer ici dans le dernier quart d'heure, oui, pour terminer à 1h30 d'émission, c'est bien. On va aller maintenant quoi? On va aller à l'analyse technique et le price action. Là je vais prendre mon petit carnet, voilà, qui est là, comme ça je ne perds pas de vue ce qu'on allait voir. Et maintenant on va agrandir tout ça. Hop là, qu'est-ce qu'il a celui-là? Voilà. Et ouais, on va commencer à... Bah tiens, c'est bien, j'avais directement, hier j'avais fini par le Bitcoin. Donc c'est bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ce qui se passe avec le Bitcoin ici. Voilà, comme ça on va regarder tous ensemble cela. Et voilà, rappelez-vous. Donc attendez, ça on va mettre ça ici, là, comme ça. Boum. Allez, toi tu veux pas t'agrandir, toi? On va mettre ça en plein écran, hein, parce que ça me dérange. Voilà. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, rappelez-vous ce qu'on voyait, nous. Voilà, la projection qu'on avait du Bitcoin, comment est-ce que le Bitcoin allait en montant. Donc là, vous avez tout ça déjà, les archives dans les autres vidéos. Donc vous avez vraiment vu mon analyse et comment je la faisais et qu'est-ce que j'étais en train de voir. Rappelez-vous que j'avais une target qui était les 7200. Mais vous voyez que je voyais d'abord qu'on respecte le patron d'escalier haussier, qu'on respecte les A, B, C, D, parce que c'est une manière beaucoup plus saine de monter. Là, on est monté fortement. Et rappelez-vous, je dis toujours que les moyennes mobiles, elles jouent le rôle d'aimant. La moyenne mobile de 4 semaines est ici. Et regardez où est le prix. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand il y a un tel run? On va avoir quoi? Forcément, une correction doit avoir lieu. Vous voyez qu'on a atteint, on a flirté avec les 7500, donc 7400 exactement. 7440. 7200 qui était ma target. À ce point-ci, on les a atteints avant. Là, il s'avère qu'on va clôturer à ce niveau-là. Donc voilà, on était dedans, mais bon, c'était pas spécialement dans ce scénario-là. Je pensais qu'on allait y arriver, on va dire, avant la fin de l'année. Mais là, le Bitcoin s'est anticipé. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On est obligé d'avoir une correction. Pourquoi? Enfin, pas obligé. Parce qu'on peut même aller encore jusqu'à 10 000, même jusqu'à 20 000. Dieu sait jusqu'où on peut aller. Mais, comment dirais-je, il y a des personnes qui, étant rentrées ici et étant encore rentrées là, ils doivent prendre des bénéfices à un moment donné. Donc maintenant, là, qu'est-ce qu'on s'attend à quoi? On s'attend ici à voir une possible correction. Quoi? Juste interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Donc ce serait probablement le niveau des 6000. Et à ce niveau-là, maintenant, ce serait quoi? Ce serait numéro 1, ce mouvement-là. Bon, celui-là, on l'avait. C'est un autre mouvement que moi je veux voir. Donc l'autre mouvement, ce serait lequel? L'autre mouvement serait celui-ci. Attendez, je vais bouger ça. L'autre mouvement, ce serait quoi? Ce serait... Attendez, je vais mettre ça de côté parce qu'il me dérange. On va dire... Ce serait de voir quelque chose comme cela. Donc déjà ça... Ça, je dois laisser ça là. Voilà, au 7200 là, comme c'était... Ça, là, ici, ce serait quoi? Probablement revenir retester cela. À partir du moment où on a un retest là, ça reste là. Mais ça, ce serait quoi?
avoir encore plus ou moins le même type d'opération ici. Ouais. Ou bien on pourrait revenir bien plus bas, moyenne mobile de 13 semaines qui est ici, et là commencer à opérer ça. Voilà, ça c'est ce qu'on est en train de voir. Donc là maintenant, qui sait, et si maintenant on va aller au-dessus, ben, au-dessus des 7400 et 7000 et des poussières, on peut réellement aller plus haut. Donc au-delà de 7400, on pourra aller plus haut. Donc vous voyez, il y avait les 7600 ici qui était vraiment le niveau optimal, mais là, c'est à cette période-là, enfin c'est à ce niveau-là plutôt, pas période, que moi je suis en train de me dire, bah tiens, ici, réellement, il est vraiment en train de se passer quelque chose, et ça c'est un mouvement qu'on pourrait voir. Donc maintenant, on pourrait avoir ici, on va rester à ce niveau-là, avoir un mouvement latéral, revenir retester ça. Maintenant, c'est un support, ça ici. Si on revient en dessous, on reviendrait dans ces zones-là, les 6400, 6500. Rebondir ici. Ou si on va plus bas, comme vous pouvez le voir ici, ce serait revenir quoi? Ce serait revenir et rebondir ici à ce niveau-là. Et de ce niveau-là, bah, recontinuer à bouger et aller bien plus haut. Ok? Donc ça, voilà les choses que l'on peut voir. Donc ça, ici, tout est possible, ou on peut avoir un mouvement latéral en attendant qu'on arrive là, ou aller plus haut. Donc là, maintenant, on va voir, moi, ce qu'il y a. Quand je vois une power candle ici, on peut toujours aller vers le haut, mais rapidement avoir quelque chose en dessous des 7200. Ouais, quelque chose en dessous de 7200, on peut avoir un mouvement rapide, vous voyez exactement le même type de mouvement ici, revenir et avoir une interaction clairement une mobile de 4 semaines. Donc on va regarder s'il y a, qu'est-ce que le système me dit par rapport à un achat, une vente ou quelque chose comme ça. Donc là je vais dans ma feuille de calcul, je vais regarder rapidement qu'est-ce qui se passe ici au niveau du Bitcoin, je vais attendre que la feuille travaille et qu'elle s'actualise. Vous voyez là c'est toujours des prix du 3. On va attendre maintenant qu'elle me mette les prix du 4. Et ça ici, je vais fermer. Attendez. Voilà, là ça s'est actualisé. Oui, 7310. Vous voyez qu'on est en train de monter légèrement là maintenant. Bon, ça c'était au niveau les prix qu'ils me donnent là. Donc rappelez-vous qu'il faut un certain temps pour que ça travaille. Mais bon, vu que là moi je prends des grosses positions, ça va. C'était quoi le haut qu'on a vu? Le haut maximum qu'on a eu cette semaine-ci, c'était 7447. Donc maintenant on va être dans cette partie ici. Donc là maintenant si je veux regarder ça au niveau hebdo. Je ferai quoi à mon niveau hebdo? Niveau hebdo, ce serait ça. Je reste à la hausse. On me dit d'acheter à partir de 7329 pour aller chercher les 7500. Ça peut se faire, mais pas tout de suite. Je vais voir le momentum. Qu'est-ce qu'il me dit? Momentum, on peut aller jusqu'au 7700. Momentum haussier. Donc là, c'est un niveau qu'on peut atteindre. Et si on va plus bas, on peut aller vers les 6900. Ok. Rappelez-vous, moi, je vous ai dit en dessous des 7200, j'ai envie de voir réellement ce qui peut se passer. Une possible correction. Ici, on me dit 7292. Je dis ouais, 7200 pour aller toucher les 7000. Ça peut être pas mal. Vous voyez qu'on a maintenant quoi? Volatilité de 562 $. Et moi, si j'ai une opération, ce serait, si je veux prendre beaucoup de risques, ce serait 250 $ que je vais essayer, que je vais tenter d'empocher. Donc 7200 à 7000, ça va. Donc entre 250 $ et 125 $. Ce serait pas mal. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau intraday. Où sont les points de pivot? Vous voyez, points de pivot, ce serait réellement là. Ça, c'est en unité de temps horaire. Donc, en une heure, j'ai des points de pivot aux alentours des 210 et 220. Donc, ça fait les 7200 qui peuvent être mon point d'entrée. Si on va plus haut, vous voyez les résistances qui sont plus haut, 7313. Donc là, je serai à R1 par rapport à unité de temps horaire d'une heure. R2 7380, 7400, donc là c'est si on monte. Donc là ce serait quoi? Là j'achèterais ici à R1, c'est plus ou moins les mêmes zones, donc ça va pour aller vers 7400 et plus. Mais moi je me dis tiens, il y a quand même une baisse qui peut avoir lieu, je suis en plein point pivot, donc point pivot c'est un point où on est suspendu. On peut aller plus haut maintenant comme on peut redescendre vers le bas. On est très éloigné des moyennes mobiles, donc je m'attends quand même à voir une correction. Et une distribution que des gens qui prennent des bénéfices. Donc je regarderais une vente à 7200. Et de 7200, ce serait quoi ici? Si j'ai une vente à 7200, ce serait aller chercher les 7034. Donc vous voyez, ici on me donne 7300 pour aller vendre les 7000, mais moi je dirais 7250, quelque chose comme ça, c'est pareil. Vous voyez, ça me rentre 7250, 250 $, et à 7000 prendre des bénéfices. Là, ce serait plus ou moins ça, mais même être à 7200, ça ne me dérangerait pas. Donc vous voyez que je suis dans cette tranche. Rappelez-vous, ce sont des probabilités. Ok? Et là, c'est par rapport moi à ce que je vois. Je vais décider vraiment du point, pile poil où je rentre. Et ici, ce sera aller quoi? Vers les résistances, vers les supports, pardon, plus bas. Donc 7147, 7145, 7043, 6977. Et ici, qu'est-ce que j'ai? S2, donc support 2, équivaut à quoi? À ce niveau de take profits. Donc il y a une opportunité ici qu'on peut jouer au niveau horaire. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce que les indicateurs techniques me disent. Ça ne sert même à rien de regarder tout ça ici. Moi, j'ai qu'à regarder le sommaire. Au sommaire, c'est quoi? Strong buy. Donc, on me dit, ah, dans l'horaire, achète. Pourquoi il y en a 8 qui me disent d'acheter, 0 qui me disent de vendre. Et ici, on me dit quoi? Beaucoup de volatilité.
et certains sont en overbought. Donc overbought, ça veut dire quoi? Surévaluation et beaucoup de volatilité. Donc ouais, maintenant on a de la volatilité qui va rentrer. Donc qui dit volatilité, il peut se passer de tout. Donc on peut encore aller plus haut comme on peut revenir plus bas. Les moyennes mobiles horaires 5 heures, 10 heures, 20 heures, 50 heures, 100 heures et 200 heures me disent toutes vend. Achète, tout un buy. Buy, 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 comme vous pouvez le voir. Donc, ouais, mon sommaire, c'est quoi? Achat. Donc, j'ai les deux opérations ici. Donc, ici, ce serait quoi? Acheter à 7330, aller plus haut. Donc, je vais essayer quand même de capitaliser sur 125 $. On peut remonter à 7400, peut-être 7500. Et ma vente aussi. Donc, à la hausse, j'irai, on va dire, avec un petit risque. Donc, essayer de prendre 125, 150 $. Rappelez-vous que moi, le broker me donne un spread qui est bien plus grand, de l'ordre de 25 à 20 $. Et si je vais à la baisse, ben là, il y a quand même plus de 200 $ à prendre. Donc, encore une fois, c'est quoi? Avec le Bitcoin, la stratégie que j'emploie ici, c'est quoi? Sur base du système, vu que moi, personnellement, moi, je vois une vente, mais le système me dit non, il y a un achat au niveau horaire, tu peux quand même capitaliser de 100 à 200 $. Bitcoin peut le faire, beaucoup de volatilité. Et donc, c'est quoi? Ben, au final, la décision qui est prise, là je mettrai les ordres plus tard, ben, ce sera et l'achat et la vente. Donc je mettrai les deux. Pourquoi? Le premier, dans n'importe quelle direction, durant la nuit, il peut se passer quelque chose, il y a encore une autre news et j'ai envie d'être dans le trade. Donc voilà, le Bitcoin, moi ce que je ferai c'est quoi? Je m'attends à un mouvement latéral exactement comme on a eu ici. Je m'attends à beaucoup de volatilité. Donc moi je veux avoir les deux opérations. Si ça descend, ça vient. Interaction avec moi une mobile de 4 semaines dans ces zones ici, 7000, c'est parfait. Et après, si ça se retourne directement, ben voilà, ça reviendra et je serai là. Probablement que si ça se retourne, je vais réévaluer à un autre point d'entrée bien plus bas pour reprofiter et que ça revienne au niveau des résistances. Donc voilà en gros ce qui se passe ici avec le Bitcoin. Et maintenant on va continuer, on va voir un peu les autres actifs qui sont en relation avec le Bitcoin. Donc nous on a déjà ici le Bitcoin propre, on va regarder un peu le GBTC, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas regardé, on va ramener le GBTC, donc les Investment Trust, rappelez-vous maintenant on va voir un dérivé, donc ça va être quelque chose de grand. Ouais, GBTC, rappelez-vous je disais qu'il n'y avait pas de mouvement, c'était pas normal lorsque le Bitcoin était monté premièrement, mais maintenant le GBTC il remonte fortement. Donc, ouais, que ça, c'est en relation avec quoi? Le CME. Parce que le Bitcoin, c'est un Bitcoin Investment Trust. Rappelez-vous, dans un des crypto-rapports passés, je vous disais que les Rothschild étaient investis dedans, avaient investi dans ce trust, qui lui qui lui à son tour investi dans le Bitcoin, vu qu'il n'y avait pas de mouvement là. Mais depuis qu'il y a eu l'annonce du CME, regardez comment c'est monté. Et ça, c'est un pointer. Donc ça pointe le niveau qu'on peut atteindre. Donc ici, s'il y a trop de risques, par exemple, trop de volatilité dans l'autre Bitcoin, bon, là, moi, je n'ai pas encore accès au GBTC. Cet ETF, on ne me le donne pas. Ici, en Europe, là, il faut aller vraiment à la bourse au comptant pour pouvoir l'avoir. Même si c'est un OTC, certains brokers traditionnels peuvent donner accès à cela. Moi, avec des dérivés, je n'ai pas accès au GBTC. Mais donc, voilà, mais j'ai le Bitcoin mini et j'ai encore d'autres choses. Donc, ouais, c'est pareil. Et je peux fractionner aussi mes Bitcoins. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc là, ce serait quoi? Ben, ici, ouais, on a atteint, on est juste en dessous des 1000 $. Donc voilà, on va remonter calmement. Donc ici, tout ça, c'est haussier. Donc GBTC en route vers les 1100 $. Donc parfait. Continuons maintenant. On va voir quoi? BCH. Donc on va voir le Bitcoin Cash. On a vu qu'il y a une super montée. Voilà, Bitcoin Cash face au dollar américain. Et qu'est-ce que l'on a ici? Bitcoin Cash face au dollar américain. Vous voyez qu'on était toujours dans ce Inside Week Candle. Vous voyez qu'il y a cette grosse montée ici. Magnifique bougie haussière. Vous voyez que tout ce qui s'est passé ici, là, c'était quoi? C'était cette correction, donc des personnes en train de prendre des bénéfices. On l'a ramené en bas. Donc vous voyez, ici c'est quoi? Point d'inception. Et on est revenu au même point. Mais ça c'était quoi? Notre support à 311 $. On va dire 300 $, c'était le support. Et là on a rebondi. Rappelez-vous, je disais quoi? Il nous faut une clôture au-dessus de cette directrice de tendance. Point numéro 1. Clôture aussi au-dessus d'un moyenne mobile de 4 semaines, interaction de moyenne mobile de 8 semaines, continuité, forte continuité, boum. Maintenant on remonte clairement vers les 750 et après on ira vers les 1000 $. Et maintenant quoi? Convergence entre 4 semaines et 8 semaines au niveau des moyennes mobiles. Et si 4 passe au-dessus de 8, et on voit déjà l'amplitude de 4 est à 45 degrés, donc ça c'est haussier. Et rappelez-vous, ça c'est le patron Cup and Handle. Boum. Donc voilà, vous voyez le patron parabole, ça c'est ce niveau-là, une fois que on va avoir la continuité et on va vers le pointer d'ici. Donc le target ici ce serait les 1012. Mais rappelez-vous, c'est un marché et ça va monter comment? Ça va monter comme ci, comme ça, comme ça. Il n'y a rien qui monte réellement. Donc on va maintenant voir la création d'un canal haussier. Et donc là on va pouvoir déterminer des nouvelles opérations. Ok, donc ça c'est pour le Bitcoin Cash. Maintenant on va continuer. Bon, BCG, je pense pas qu'on l'a déjà, mais on va essayer. On va taper BCG, donc pour le Bitgold, enfin Bitcoin Gold. Et ouais, voilà, on a vraiment personne qui nous donne ça pour le moment, donc on va attendre d'ici là.
Donc voilà, donc là ici on va retourner, attendez, on va essayer BCGUSD, on va voir s'il est listé comme ça. Non, rien du tout. C'est pas grave, et maintenant on va regarder, bah tiens, Ethereum, enfin, on a enfin eu du mouvement, mais c'était trop faible. On va voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, ouais, ici j'ai beaucoup de choses là à l'écran. Voilà, donc ouais, qu'on avait quoi, hein. On va revenir un peu comme ça, donc voilà. On va s'intéresser à ce qu'on voyait ici. Vous voyez qu'on a notre grosse résistance ici au 380. Vous voyez ici la directrice là. Directrice ici qui oblique, qui nous sert aussi de résistance. Vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, on a multiple top. Et ici, on est en totale indécision, deux doji consécutifs. Moyenne mobile, vont latéral. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous disais que je m'attendais à du mouvement latéral ici. Et il faut qu'on ait une direction au-dessus des 50% de la bougie rouge, donc la bougie baissière, pardon, au-dessus des 320 dollars et en dessous de la moyenne mobile de 21 et 26 semaines ici, en dessous des 275 dollars. Et si ce pointer rentre en jeu, on peut aller plus bas, mais je pense que les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines jouent le rôle de support ici, et je ne pense pas qu'on va voir un mouvement baissier ici, je ne pense pas. Vous voyez que c'était vraiment un triangle ascendant, et on est vraiment ici à l'angle, et donc on s'attend à voir des choses, donc on verra réellement si le niveau de Ethereum monte, mais pour le moment, toujours inside week candle, toujours sans décision, indécision totale, et on reste en range latérale, et on est en zone de résistance, donc on est vraiment dans une zone critique. Donc voilà, on verra ce qui va se passer ici. Là, c'est là. Maintenant, on va continuer, on va regarder Dash, donc Dash face au dollar américain. Donc Dash, c'est Dash face au dollar américain, voilà, il est là. Et Dash, qu'est-ce que l'on a avec Dash? Ben Dash, c'est pareil que l'Ethereum, vous voyez, indécision. Vous voyez, on a vu le Bitcoin et Bitcoin Cash monter fortement, Bitcoin Gold toujours en bas. Et ici, qu'est-ce que l'on a ici? Ben ici, pareil, ouais, Dash et Ethereum sont réellement pareils. Indécision, pas de mouvement, mouvements latéraux, moyennes mobiles sont de manière latérale. On reste haussier, c'est un drapeau haussier que l'on voit, c'est le first leg, donc le point A, le point B, on est au point C ici, et c'est une zone d'accumulation. Ouais, ici, on a le pointer qui nous pointe plus bas, on ne descend pas plus bas, il n'y a vraiment pas de continuité à ce mouvement-là. La moyenne mobile qui apparaît, c'est celle de 21 semaines ici, et vous voyez qu'on a une résistance forte aux 250 dollars, donc on va rester en mouvement latéraux, et on s'attend maintenant, on doit avoir, comme on l'a vu avec le Bitcoin Cash, clôture avec une bougie haussière au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines et la continuité. On va revenir dans un inside week candle. On doit être au-dessus aussi de des 50% de cette bougie baissière. Donc ça équivaut à des points pivots en unité de temps horaire. Donc au-dessus des 290, 300 dollars. Et de là, on va réellement pouvoir remonter à la hausse. Donc rappelez-vous ici, le gros patron que l'on attend, c'est ça. Et c'est vraiment être dans le canal haussier. Donc ça, c'est notre point A, notre point B, notre point C ici et notre point D. Nous, on a besoin de quoi ici? Il nous faut une confirmation avec une bougie haussière et puis une continuation, vous voyez, au-dessus des 50% de la bougie rouge ici. Donc ça, on est dans un mouvement latéral pour le moment. Donc il n'y a rien, pas de mouvement, rien du tout. Ok, donc ça, c'était pour le Dash. Maintenant, on va continuer avec Litecoin, LTC, USD. Attendez, il est où? Voilà, il est là, Litecoin. Et puis on a après, on a Iota et Ripple. Et Litecoin, pareil, donc que toutes les autres cryptos sont dans des inside week candle, donc on n'a pas de direction. Ce sont des mouvements intraday que l'on a, mais on n'a pas des grosses directions. Et moi, j'aime les gros mouvements comme ça. J'aime anticiper ces mouvements. Donc tant que je vois pas ça, il n'y a rien. Inside week candle pour la 3e semaine consécutive. On reste haussier. Rappelez-vous ici, qu'est-ce que l'on a? C'est exactement le même patron que l'on voit partout. C'est un cup and handle. Donc voilà, le cup, il est là. Ça, c'est la résistance. Maintenant, on va revenir vers cette résistance. Mais ici, rappelez-vous, ça, c'est une phase de quoi? Ça s'appelle, on est en train d'accumuler ici. C'est une phase d'accumulation. Ça, c'est une distribution qui est égale à ce qu'on peut appeler une correction. Voilà, c'est la même chose. Donc, après un fort run, les gens prennent des bénéfices. Donc, correction, distribution, c'est une distribution des bénéfices. Les amants du Fibonacci, c'est un retracement Fibonacci. Vous voyez que qu'est-ce qu'on a eu ici? Ici, on a juste une chose. C'est quoi? C'est qu'on est revenu ici. Ouais, ça c'était notre résistance. Maintenant, c'est un support. Et on accumule ici à cette zone. Et de là, maintenant, on va commencer à remonter vers le haut. Donc, vous voyez qu'il faut qu'on ait une continuité au-dessus des niveaux des 65 dollars ici. OK? Ça, c'est ça pour Litecoin. Donc, Litecoin, on s'attend à cela. Donc, il faut qu'il y ait plus de volume, il faut qu'il y ait plus d'acheteurs qui viennent là pour pousser la cotisation plus haut, qu'on ait des bons mouvements. Et on a déjà des pointers qui sont ici. Donc, au-delà de 65, 70,
Au lieu de 70, directement, on va aller vers les 90 et 100 dollars. Donc ça, c'est quelque chose de parfait. Première target ici, comme vous avez quoi, ce sont les 80 dollars. Donc on a déjà au moins 10 dollars ou 10-15 dollars déjà à pouvoir gagner dessus. Mais on a besoin de force, de volume et de confirmation haussière. Maintenant, on va au suivant. C'est qui le suivant? C'est IOTA, IOT. Attendez, on va mettre IOTA. IOT USD, voilà, Bitfinex. Et ok, donc IOTA, bah pareil, ouais, que c'était IOTA, c'est exactement le même patron que Bitcoin Cash. Vous voyez, on avait de la grande montée, après grosse distribution, on est revenu au point d'inception, on est là, et là c'est un point de support ici. Donc vous voyez que les pointers ont fonctionné. Ici, c'est des trees au top, donc les trees au top n'ont pas été très forts, c'était plutôt un A, B, C, D baissier. Les pointers ont fonctionné, on est exactement à la même zone, pardon. On a rejeté les prix en dessous des 35 cents de dollars, et là maintenant on est là. Là maintenant, vous voyez qu'on a vraiment trouvé le support, on a déjà une première tentative, il nous en faut une deuxième. Et ici, avec une bougie verte comme celle-ci, clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, qui va être le cas ici, et à partir de là, donc au-dessus des 40 cents, clôture, ça va déjà nous donner une confirmation de hausse, et puis revenir à la moyenne mobile de 8 semaines et 13 semaines ici. Et après, quand on va passer au-dessus de ce point pivot, là, cette zone de point pivot, ici, cette résistance ici, juste en dessous des 65 cents, là, on peut monter calmement après vers les 60. Mais IOTA, rappelez-vous, j'aime beaucoup IOTA, il y a une très forte utilité, beaucoup d'institutionnels. Et là, on va voir quelque chose qui va monter, enfin, de plus en plus d'institutionnels. Là, il ne faut pas confondre avec Ripple. C'est Ripple où il y a beaucoup d'institutionnels. Il se passe vraiment beaucoup de choses avec Ripple et IOTA et Ripple sont parfaites. IOTA, c'est parfait pour le Internet of Things, donc la FinTech et tout ce qui est en train de se passer. Intégrer tout ça dans le blockchain avec les DLT. Et Ripple aussi, c'est pareil. Et donc ça va vraiment être quelque chose de très grand, de très fort. Elles ont vraiment leur place dans le monde du futur et dans le futur des FinTech et des IOTA, donc de IoT, donc Internet of Things. C'est vrai que IOTA aussi est pareil. Donc son utilité va vraiment être dedans. Maintenant, il faut juste laisser que la sauce prenne bien. Et ça peut, je ne vais pas dire le prochain Bitcoin, mais on est dans les étapes où le Bitcoin était en 2009, quand il était sous-évalué en dessous d'un dollar, ainsi de suite, que ça valait 20, ainsi de suite. Bah, Ripple et IOTA sont exactement au même moment. Donc là, vous voyez que ça... maintenant, Bitcoin, c'est déjà monté. Bitcoin, pour moi, c'est purement spéculatif. Mais si aujourd'hui, je dis bien, si aujourd'hui, je devrais revenir et acheter une crypto, bah, ce serait IOTA et Ripple. Mais bon, pour le moment, j'opère avec elles en CFDs, en dérivés. Donc voilà, ça m'est égal. J'ai profité tout au long, comment dirais-je, de leur montée en matière. Donc voilà, la chose est là. Et ici, bah, IOTA, bah, on reste pareil. On est, Ripple, on est toujours en support de canal haussier ici. Et donc, on attend. Donc, vous voyez, c'était encore une phase d'accumulation ici. Vous voyez exactement la même chose. Vous voyez le canal ici. On a toujours nos A, B, C, D. Le canal monte clairement. Ça, c'est une zone d'accumulation. Et dès qu'on va accumuler, on s'attend à bouger. Pulvériser ici les 23 cents. Donc, être au-dessus des 50% de cette bougie-là. Revenir numéro 1 à 26 cents. Et de 26 cents, vous voyez qu'on a des pointers ici. Revenir directement aux 30 cents. Et de 30 cents, pouvoir aller vers les 35 cents, pardon. Donc on est clairement haussier, mais il nous faut des signaux. Vous voyez ici, on a eu une grosse entrée de volatilité, une indécision, un grand doji. Et là maintenant, on s'attend à ce qu'on ait une ouverture dans les mêmes zones la semaine prochaine. Clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, donc aux alentours des 22 cents, 23 cents. Et de là, continuer à nous confirmer ce canal haussier. Ok, donc voilà. On arrête ici, on est dans 1h30, 35, voilà, comme d'habitude, et c'est parfait. Rappelez-vous, vous pouvez me retrouver sur www.jctune.com. Encore une fois, merci à vous, et vous savez déjà exactement ce qu'il faut faire pour me contacter. Ici, vous avez le email, le box messaging ici, et ici le numéro pour WhatsApp et Viber, et voilà. Donc là, je suis disponible, je réponds à vos questions. Vous voulez des services, vous voulez venir travailler, ce que vous voulez. Et je rappelle aussi que je suis à 70%, j'ai traduit tout le manuel pour apprendre à investir et notamment bien sûr maintenant aussi pouvoir investir dans les cryptos. Donc voilà, pouvoir faire l'analyse fondamentale, bon il n'y en a pas dans les cryptos mais bon, à travers tout type d'actifs et inclus les cryptos dedans. Donc ici, les cryptos vous intéressent, donc vous allez pouvoir avoir cela aussi. Et là, ça va être fait, ça va être lancé au mois de décembre. Et pour le lancement, je vais faire un 50% pour le lancement. Donc, c'est-à-dire ceux qui veulent le manuel, ça va être 75 € le manuel. Et ceux qui vont payer le manuel, donc ils vont payer l'entièreté, donc les 150 €, ça va être le manuel, les vidéos manuelles et en même temps avoir un mois de consultation avec moi directement. Consultation par vidéo, consultation ou interféré ou lorsque j'ai le temps en vidéoconférence. Donc c'est quoi? Ben, vous avez des questions, vous notez toutes les questions que vous avez et moi j'enregistre une vidéo
spécifiquement que pour vous amener cette réponse-là, rien qu'à vous. Donc ça va être la chose. Donc rappelez-vous, je mettrai bien plus de détails par rapport à ça. Même j'en ferai une vidéo pour expliquer un peu la promotion qu'il va y avoir lors du lancement du manuel lorsque j'aurai fini de le traduire en français. Et donc là, comme ça, vous allez pouvoir en profiter et pouvoir opérer avec succès aussi. Allez, merci beaucoup. C'était Serge Kilembe du www.jctune.com. Merci pour votre souscription à mon canal du Trading Wall Street TV sur YouTube et pour votre support, les encouragements et tout ça. Et je suis content de voir que l'information vous sert et qu'elle vous permette de progresser. On progresse tous ensemble en communauté. Donc vous aussi, amenez votre pierre à l'édifice. Un grand merci, un bon week-end, une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.